petit mot d'introduction avant de laisser la parole très rapidement à notre invité. Tout d'abord, vous remercier d'être venu si nombreux ce soir encore et d'avoir bravé la pluie. Merci beaucoup. Peut-être une précision également. Vous trouverez dans le hall, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, le nouveau programme, le programme qui commence dans 15 jours avec la venue de l'anthropologue Charles Stepanov. Donc vous retrouverez les 7 prochaines rencontres de Agora des Savoirs, plus toute une série, vous verrez dans le programme, de rencontres partenaires qu'on accompagne à divers titres, certaines rencontres proposées par exemple par le réseau des médiathèques. Et puis vous remerciez, vous, Éric Lagadec, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'Agora des Savoirs et de la ville de Montpellier. Vous êtes astrophysicien, enseignant-chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Vous avez présidé la Société française d'astronomie et d'astrophysique, et vous êtes très connu par le grand public pour vos travaux inlassable de diffusion des savoirs et des connaissances dans ces disciplines, à la fois sur Internet, sur les réseaux sociaux, alors plus sur X désormais, vous voyez, il est barré, et puis également à travers des ouvrages que vous avez publiés, 2 livres au Seuil. Oui, vous pouvez l'applaudir. 2 livres au Seuil, l'Odyssée cosmique, une histoire intime des étoiles, c'était en 2023, mais si ce soir on vous reçoit, et je vais vous laisser la parole dès maintenant pour votre conférence, c'est autour d'un nouveau livre, un très beau livre, paru juste avant Noël d'ailleurs, mais ça n'est pas une excuse pour ne pas l'acheter après cette conférence-là dans le hall auprès de la librairie Gibert. Le télescope spatial James Webb, une nouvelle ère pour l'astronomie, au Seuil. Voilà, je vous laisse tout de suite la parole et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Merci. Déjà, merci pour l'invitation. Tu as dit que les gens ont bravé la pluie. Pour moi, c'était pas vraiment de la pluie. Je suis breton, donc c'était assez facile quand même. Et j'imagine que vous avez applaudi, non pas parce que j'ai sorti un livre, mais parce que je suis sorti de X, et je pense que c'est une bonne raison. Bon, je vois un petit peu la jauge politique des gens dans la salle. Donc on va partir pour un petit voyage. J'espère que vous avez le temps, ça va durer 13,8 milliards d'années. Après, je pense que je ferai 2-3 raccourcis, parce que ça va être... on a la salle, jusqu'à quelle heure on a la salle ? Demain matin, ok. J'ai un train, donc c'est... Le James Webb, qui en a entendu parler ici ? Qui n'en a pas entendu parler ? Et qui n'a pas levé la main ? C'est pour voir si on peut partir. C'est bon, tout le monde est prêt. En fait... je pense que c'est important de se rappeler, donc le James Webb c'est un télescope, mais avant l'astronomie, se rappeler que l'astronomie c'est la plus vieille science du monde. Je pense que depuis que l'être humain est sur Terre, il regarde les étoiles. Surtout qu'il n'y avait pas de pollution lumineuse à l'époque. Donc on voit les étoiles, on se pose des questions, tout le monde s'est posé des questions sur ces étoiles, on s'est servi des étoiles pour essayer de répondre à des questions. Comprendre nos origines, se repérer dans l'espace, se repérer dans le temps. Donc cette astronomie c'est quelque chose qui est important depuis longtemps. Et tout le monde se représente le ciel. Je pense que si je vous montre des constellations, je pense que la plupart des personnes ici connaissent les constellations. La Grande Ourse, vous l'avez sans doute entendu parler. Peut-être que vous ne l'avez jamais vue comme ça. Et là, vous dites, bah oui, c'est une ours. Une ours avec une queue, je vous laisse réfléchir. Donc ça, c'est comme ça que les Européens voient le ciel. Mais il faut savoir que chaque peuple sur Terre regarde le ciel depuis longtemps. Et s'est raconté des histoires, une cosmogonie, des croyances. En regardant le ciel, pardon, pour regarder les Indiens d'Amérique, qu'est-ce qu'ils voient là ? À la place de la grande ours, ils voient une casserole. Pragmatique. À gauche, on a l'oiseau tonnerre, on a l'endroit pour faire le feu. Donc, le ciel, ça représente un petit peu les choses qu'on a... Apparemment, il y a un truc sur lequel il ne faut pas marcher. C'est bon, tout le monde est réveillé ? C'était fait exprès. Je le referai dans 10 minutes. Là, c'est les Coréens. Vous pouvez voir que les Coréens, ils ont beaucoup d'imagination. Des constellations à 2 étoiles. Ça fait un trait. Il y en a un qui a mis plus de temps à comprendre que d'autres. Donc, les Inuits, par exemple, eux, ils voient un caribou et des Esquimaux. Ce qui est assez normal quand on pense que c'est des choses qu'ils voyaient dans la vie de tous les jours. Quelque chose d'assez facile à voir quand on regarde le ciel, ça, je pense que tout le monde l'a remarqué, je vais faire attention au fil, c'est qu'il y a une alternance entre le jour et la nuit. Ça, c'est facile à voir, mais à comprendre, on a mis quand même pas mal de temps. Aujourd'hui, on sait que cette alternance, elle est due à la rotation de la Terre sur elle-même. Quelque chose qu'on peut voir aussi assez facilement, c'est les saisons. Les saisons qui sont dues à l'inclinaison de la Terre sur son orbite,
l'été, la Terre n'est pas plus proche. C'est pas parce que la Terre est plus proche qu'il fait plus chaud. Il y a pas mal de gens qui pensent ça, mais c'est pas le cas. Pourquoi c'était important l'astronomie? Il faut savoir qu'à partir du moment où l'être humain s'est sédentarisé, quand on voulait faire de l'agriculture, c'est important de connaître les saisons pour savoir quand planter, quand récolter. Je pense que tout le monde connaît ici l'observatoire qui est à droite. Donc Stonehenge, je pense que tout le monde l'a vu, mais le plus vieil observatoire au monde connu, c'est 9000 ans avant Jésus-Christ, c'est Nabta Playa en Égypte. Aujourd'hui, cet observatoire a été recouvert par le lac d'Assouan. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire aussi, c'est pourquoi on a fait ces observatoires, parce qu'à l'époque, on ne recevait pas des calendriers avec des chats et des chiens, avec les dates dessus. Et je teste juste la moyenne d'âge des personnes dans la salle. Pour les plus jeunes, c'était des calendriers de la Poste qu'on avait, mais je pense que les plus âgés ont déjà vu ça. Enfin, je me mets dans les plus âgés, je le prenais pas mal. Donc l'astronomie servait à ça, à regarder les saisons, mais aujourd'hui, on se pose aussi des questions fondamentales. Par exemple, l'origine de l'univers, comment s'est formé l'univers? Je pense que tout le monde a entendu parler du Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le Big Bang? On va faire un petit bond en avant. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la formation du système solaire il y a 4,6 milliards d'années? Là, ce qu'on voit, c'est des images sur lesquelles je travaille. C'est des images obtenues au Chili où on voit des étoiles en train de naître avec des planètes autour. Donc aujourd'hui, on est capable de voir ces planètes se former autour d'étoiles et donc de comprendre ce qui s'est passé il y a 4,6 milliards d'années autour du Soleil. Une autre question, je pense que tout le monde s'est déjà posé cette question, c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? C'est que dans la pop culture, on a plein de figures d'extraterrestres, vous pouvez vous amuser, essayer de les reconnaître, je pense que tout le monde en a déjà vu. Ceux-là, ils sont plutôt sympathiques, après, il y en a qui font peur quand même. Je l'ai fait à Nice, c'est beaucoup moins bien passé. Je sais pas pourquoi, c'est culturel, j'imagine. Donc, cette question de recherche de vie ailleurs, elle est hyper complexe. Donc, pour essayer de répondre à cette question, c'est la question, je pense, l'une des plus anciennes qu'on se pose, dont on essaie de mettre les cerveaux les plus brillants pour essayer d'y répondre. C'est pas forcément gagné, en fait, mais on a ces deux génies, une équation à combien d'inconnus, les mathématiques ne sont plus obligatoires en première et en terminale. Enfin, bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a d'autres personnes qui le font aussi. Donc, l'outil principal pour essayer de comprendre l'univers, c'est la lumière. Comment on sait des choses sur l'univers? C'est qu'on reçoit la lumière des astres. Donc cet outil, au départ, on utilisait juste les yeux. Après, il y a Galilée qui, au début du XVIIe siècle, a pointé sa lunette sur le ciel. Il a vu que la Voie lactée, c'était plein d'étoiles. Il a regardé Jupiter. Il a vu qu'il y avait des lunes qui tournaient autour de Jupiter, qu'il y avait des choses qui tournaient autour d'autres choses que la Terre, donc on n'était pas le centre de l'univers. Il a regardé la Lune. Il a vu qu'il y avait des cratères. Donc on a découvert pas mal de choses grâce à ça. Là, j'ai mis une photo de Vera Rubin, parce que je pense que c'est important de rappeler qu'il y a des femmes brillantes qui ont fait plein de choses pour l'astronomie. Et Vera Rubin, c'est la matière noire, je pense que tout le monde a entendu parler. C'est grâce à Vera Rubin qu'on sait qu'il y a de la matière noire, qu'on sait. Qu'on sait qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, en tout cas. Donc Vera Rubin qui observe ici. Ça, c'est l'observatoire au Chili, qui s'appelle le Very Large Telescope. Vera Rubin, pour l'anecdote, elle voulait travailler aux États-Unis. On lui a interdit d'aller travailler dans l'observatoire, parce que l'excuse, c'est qu'il n'y avait pas de toilettes pour femmes. Les choses se sont un peu améliorées depuis. Donc là, ça c'est le Very Large Telescope. Et ici, je pense que tout le monde a déjà vu ce télescope. Ça, c'est le télescope de ma génération. J'ai envie de dire, c'est le télescope qui m'a fait rêver quand j'étais ado. C'est le télescope spatial Hubble qui a été lancé en 1990. Donc l'idée, c'est de vous parler aujourd'hui du James Webb. Donc le James Webb, juste pour vous donner une idée, ça fait la taille d'un terrain de tennis. C'est assez incroyable. On a lancé un truc de la taille d'un terrain de tennis dans l'espace. Donc je vais vous raconter tout ça. C'est ce télescope qu'on voit ici à gauche. Pourquoi on fait un grand télescope? Il y a deux raisons. Un télescope, c'est comme un seau à lumière. Je pense que je vous ai déjà dit que j'étais breton, donc je fais souvent les allusions à la pluie. Donc si vous avez un seau d'eau, si le seau est plus grand, vous allez recevoir plus de pluie. Si vous avez un télescope qui est plus grand, vous allez recevoir plus de lumière. Vous pourrez voir des objets plus faibles. Et quelque chose qui est intéressant aussi, c'est de se dire que quand on a les lois de l'optique montrent que si on a un télescope plus grand, on arrive à avoir plus de détails. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent breton dans la salle. Kenavo, je ne vais pas partir tout de suite. Donc, si vous aviez de plus grands yeux, vous serez de meilleurs astronomes parce que vous arriverez à recevoir plus de lumière et avoir plus de détails. Ben, mon nom, Lagadec en breton, ça veut dire grands yeux. C'est un nom assez approprié comme pour ce que je fais a priori. Ça ne veut pas dire que je suis un bon astronome, hein, mais ça veut dire que j'ai un nom approprié. Et comme je pense que des images parlent plus que des mots, en bas à droite, je vous ai mis 3 images de télescopes infrarouges dans l'espace, du plus petit à gauche au plus grand à droite. Et je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre qu'on reçoit plus de lumière, donc ça veut dire qu'on arrive à observer des objets plus faibles. Donc là, sur l'image à gauche, on voit 8 étoiles, à droite on en voit beaucoup plus, et on est capable aussi de voir beaucoup plus de détails.
Donc avoir un grand télescope, ça permet de recevoir plus de lumière, observer des objets faibles et de voir des détails. C'est clair pour tout le monde? On va continuer. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important à rappeler, c'est que ce projet, c'est un immense projet collectif. Et que la science, aujourd'hui, elle fonctionne beaucoup comme ça. C'est des collaborations avec des gens un peu partout dans le monde. Donc là, c'était une réplique du télescope à Baltimore, aux États-Unis, avec les gens qui travaillaient dessus. Et de rappeler aussi que c'est un projet, souvent quand on parle du James Webb, les gens parlent de la NASA. Il faut rappeler qu'il y a la NASA, mais il y a aussi l'Agence spatiale européenne. Je vois beaucoup de gens avec des t-shirts NASA. J'espère qu'un jour, on verra des gens avec le t-shirt de l'Agence spatiale européenne, parce qu'on fait des choses très bien aussi en Europe. Je ne vais pas dire du mal tout de suite des États-Unis, parce que le spatial aux États-Unis, il y a des petits trucs en ce moment. Je fais attention avec mon bras quand je montre ici. Là, je pointe vers... je pointe d'un doigt. Hein, donc, l'Agence spatiale canadienne aussi. Parce que sur une photo, on peut faire dire plein de choses, donc je vais vraiment faire attention. Donc, c'est un grand télescope qui fonctionne dans l'infrarouge. Dans l'infrarouge, vous savez que votre œil voit dans ce qu'on appelle dans le visible, donc ça va du violet au rouge. Si vous décomposez la lumière, imaginez, il y a une goutte d'eau, la lumière du soleil va être décomposée, on verra un arc-en-ciel. On voit que la lumière du soleil se décompose de ses couleurs. Mais il y a de la lumière qu'on ne peut pas voir. Donc à courte longueur d'onde, on a les ultraviolets, les rayons X, les rayons gamma. Il y a plus grande longueur d'onde, on a l'infrarouge par exemple. Et le télescope James Webb, il fonctionne dans l'infrarouge. Et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi aller dans l'espace? Je vous ai dit que ce qui était intéressant, c'était de faire... Plus on a un télescope qui est grand, plus on reçoit de la lumière, plus on voit des détails. Or, au sol, on peut faire des très grands télescopes. Donc là, ici, c'est pas à Montpellier, c'est à Paris, ce qui est à droite. Il y a un truc qui ressemble à Montpellier, je sais, mais... Donc au centre, on a les plus grands télescopes actuels. C'est pas exactement les plus grands, mais parmi les plus grands, c'est des télescopes de 8 mètres au Chili. Ça s'appelle le Very Large Telescope. Et à gauche, c'est un télescope qu'on est en train de construire à côté, aussi au Chili. Ça fait 40 mètres de diamètre. Le James Webb fait 6,5 mètres de diamètre. Donc vous pourriez vous poser la question, pourquoi aller dans l'espace si on peut faire des choses plus grandes sur Terre? Personne ne se pose la question? Personne ne me pose la question? Merci. Donc pourquoi aller dans l'espace? Le principal problème, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, là, ce que je vous ai montré, il y a des différentes couleurs. Là où c'est marron, la lumière ne passe pas. Et là où c'est bleu, la lumière passe. Vous voyez bien qu'il y a des endroits où la lumière ne passe pas, notamment dans l'infrarouge. Les rayons gamma, les rayons UV. Moi qui suis breton, qui vis sur la Côte d'Azur, je suis assez content que l'UV et les rayons gamma, ça passe pas trop. Sinon, je serais encore plus rouge. Et à grande longueur d'onde, il y a des ondes de la lumière qu'on ne voit pas. Donc cette atmosphère nous empêche de voir certaines couleurs. Il y a un autre problème avec l'atmosphère. Je pense que ces images, tout le monde en a déjà vu, des images de ce style, pas forcément avec des éléphants, mais avec des êtres humains. C'est des caméras de surveillance infrarouge. Donc les choses qui sont à température ambiante, elles émettent dans l'infrarouge. Donc, si on veut observer dans l'infrarouge, on va être gêné si la Terre émet dans l'infrarouge. Tout ce qui est sur Terre émet dans l'infrarouge. Moi, je suis astronome infrarouge depuis plus de 20 ans. Au sol, j'ai jamais observé une étoile qui était plus brillante que le ciel. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça fait 20 ans que j'observe avec les pleins phares dans les yeux. On arrive à faire des choses, mais c'est quand même assez gênant. Il y a un autre problème aussi, c'est ce qu'on appelle la turbulence. Vous avez sûrement déjà fait l'expérience un jour où il fait chaud, vous regardez vers l'horizon, on a l'impression que l'image, elle est floue. C'est que les couches d'air bougent, il y a l'air chaud qui descend, et puis ça descend et ça remonte, ça crée ce qu'on appelle la turbulence. Si on arrive à le voir à l'œil nu, imaginez avec un télescope, ça nous empêche vraiment de voir des détails. Donc cette turbulence nous empêche de voir des détails depuis le sol. Donc au sol, on est gêné, on ne reçoit pas toute la lumière infrarouge, le ciel est brillant dans l'infrarouge, et le ciel bouge. C'est clair pour tout le monde? Bon, on continue. Le télescope, quand on construit un télescope, aujourd'hui, l'idée, c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on peut faire technologiquement et on va essayer de voir à quelles questions on peut répondre. On se dit plutôt quelles sont les questions principales et voir les technologies qu'on a et qui permettent de répondre à ces questions. Donc au moment où le James Webb a été conçu, il faut savoir que c'est une aventure qui dure très longtemps, la construction d'un télescope. Je pense que les premières idées, ça fait bien 30-40 ans. Moi, je pense que ça fait plus de 20 ans que je fais d'astronomie, ça fait plus de 20 ans que j'entendais parler de ce télescope. Le JWST, j'avais même un collègue qui l'avait appelé le Just Wait and See Telescope, parce qu'on ne savait pas quand il allait le lancer. On avait dit comme ça, est-ce que le télescope, on le verra, il sera lancé avant la fin de ma thèse? Est-ce qu'il sera lancé avant ma retraite? Est-ce qu'il sera lancé avant la mort du soleil? Est-ce qu'il sera lancé avant la retraite de Michel Drucker? Enfin, c'est des questions complexes. Donc, l'univers jeune, la question, c'est qu'on est capable de voir ce qui s'est passé juste après le Big Bang et comment les galaxies ont évolué depuis
le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années. Donc les premières galaxies sont formées quelques centaines de millions d'années après. Comment ces galaxies évoluent dans le temps? Donc le cycle de la matière, je pense que tout le monde a entendu dire nous sommes des poussières d'étoiles, donc comprendre comment aujourd'hui nous sommes là, si nous sommes là, si cette table est là, si ce verre est là, si cet ordinateur est là, parce qu'il y a des étoiles qui sont mortes et qui ont rejeté des atomes, et tous les atomes qui sont autour de nous, ils viennent soit du Big Bang, soit d'étoiles qui sont mortes il y a plus de 4,6 milliards d'années. Il n'y a rien dans cette pièce qui a moins de 4,6 milliards d'années. Et ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a des exoplanètes, est-ce qu'il y a de la vie dessus? Donc ça, c'est vraiment les 4 questions majeures. Je vous ai dit que c'était un télescope infrarouge. Alors pourquoi utiliser un télescope infrarouge? L'effet Doppler, vous n'avez pas envie que je fasse d'ambulance, je pense que tout le monde l'a en tête. Donc s'il y a une ambulance qui s'approche ou qui s'éloigne de vous, vous êtes capable d'instinct de savoir si l'ambulance se rapproche ou s'éloigne, avec la fréquence de la sirène qui change. C'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Une source en mouvement se décale. Pour la lumière, si elle s'éloigne, ça se décale vers le rouge. Si elle se rapproche, ça se décale vers le bleu. L'univers est en expansion. Ça veut dire que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Donc, plus on regarde loin, plus les galaxies, leur lumière va être décalée vers le rouge. Donc, observer dans l'infrarouge, ça permet d'observer ces galaxies qui émettent dans l'ultraviolet. Donc, si on veut observer les premières galaxies, il faut observer dans l'infrarouge. Les premières étoiles aussi, elles sont très chaudes, ça émet dans l'ultraviolet, mais la lumière est décalée. Donc, l'infrarouge permet ça. L'infrarouge permet aussi d'observer au travers de la poussière. Là, à gauche, j'ai mis une image de ce qu'on appelle les piliers de la création, vue en visible. Vous voyez qu'on a de la poussière, donc tout ce qui est sombre, c'est de la poussière, on ne voit pas au travers. Quand on observe en infrarouge à droite, vous voyez qu'on arrive à voir les étoiles au travers. J'aime bien faire l'analogie. Je pense qu'il y a des personnes qui ont vécu ça, parce que moi je l'ai vécu aussi. Vous vous rappelez les radios longues ondes? Vous rentrez dans un tunnel, la radio passe pas, vous passez en grande onde, elle passe. En gros, comme l'onde est plus grosse, ça permet de passer au travers des barrières qu'il y a entre nous. Donc là, pour le coup, les grandes ondes permettent de passer au travers de la poussière. C'est pas très spectaculaire pour l'instant, donc la poussière, on voit au travers. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la poussière émet dans l'infrarouge. Donc à gauche, tout le monde reconnaît une galaxie. C'est la galaxie comme on a l'habitude de les voir, donc on a plein d'étoiles. En sombre, on a de la poussière qui absorbe la lumière. Donc on ne voit pas de la poussière, on voit l'absence de lumière là où il y a de la poussière. Je ne sais pas si vous êtes prêts, parce que l'image d'après, elle va être vraiment spectaculaire. En général, les gens font « waouh », donc on va voir ce que ça va donner. Après, je ne vous pousse pas, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça serait bien quand même. Donc la poussière... Non, pas tout de suite, je n'ai pas encore montré. La poussière émet dans l'infrarouge, donc regardez bien l'image à gauche, et si on observe dans l'infrarouge, on va voir la poussière briller. C'est beau la spontanéité. Donc la poussière émet dans l'infrarouge. Ce qui est intéressant, c'est si on veut étudier la poussière, on la voit directement émettre. Donc ça va être hyper intéressant, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et aussi, comme on est au-dessus de l'atmosphère, on n'a pas de turbulence, donc c'est super stable pour observer des exoplanètes. Là, je vous ai montré des images qu'on a faites depuis le sol. Donc ce que vous voyez là, c'est on a corrigé au centre l'étoile. Vous voyez tous les mouvements, c'est dû à l'atmosphère autour de l'étoile. Et les 4 points que vous voyez là, c'est 4 planètes en train de tourner autour d'une autre étoile. C'est assez incroyable, on est à 133 années-lumière de la Terre et on est capable aujourd'hui d'observer ça. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en train d'observer là, s'ils nous observent. Et dans 133 ans, ils vont faire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Pas d'allusion aux États-Unis, pas d'allusion aux États-Unis. J'en ai pas fait. Donc, une très brève histoire de l'univers. Il y a 13,8 milliards d'années, c'est le Big Bang. Donc, la formation de l'univers, depuis l'univers en expansion. L'univers en expansion, ça fait que tout s'éloigne, ça se refroidit. Donc seulement 379 000 ans après le Big Bang, il fait assez froid pour qu'on forme les premiers atomes. En gros, on avait des noyaux d'atomes. Donc vous voyez là en rouge, c'est des noyaux d'atomes. En noir, c'est ce qu'on appelle des électrons. Les électrons, ils n'arrivent pas à s'accrocher aux atomes quand il fait trop chaud. Donc on a un brouillard d'électrons. Sur Terre, un brouillard, c'est quoi? C'est qu'on a de l'eau. Si vous passez en voiture, vous mettez de la lumière, la lumière va être diffusée, vous ne pourrez pas voir au travers. Là, on a un brouillard comme ça qui est dû aux électrons. Donc la lumière ne peut pas passer. L'univers en expansion, il se refroidit. Les électrons s'accrochent aux atomes et la lumière peut passer. La première lumière est émise et c'est ce qu'on voit là. L'image qu'on a derrière, c'est une image qu'on observe aujourd'hui. C'est de la lumière qui a été émise 379 000 ans après le Big Bang. Vous vous rappelez des télés mal réglées qui faisaient des petits points noirs et des petits points blancs? À peu près 10% du signal que vous observiez, c'était le Big Bang. Et j'ai tendance à dire que des fois, regarder une télé mal réglée à l'époque, c'était mieux que regarder la télé aujourd'hui. Tu regardes quoi? Je regarde le Big Bang. C'est pas mal. Donc,
on forme les premiers atomes, c'est principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et quelques centaines de millions d'années. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a des grands nuages de gaz faits d'hydrogène et d'hélium, et sous l'effet de la gravitation, ils vont devenir de plus en plus grands, et on va former les galaxies. Donc les galaxies grandissent en accrétant d'autres galaxies. Donc ça, c'est comme ça qu'on imagine l'univers. Évidemment, ce n'est pas des observations, c'est des simulations. Donc on pense que notre Voie lactée, notre galaxie, elle s'est formée en mangeant d'autres étoiles, ce qu'on appelle du cannibalisme galactique. Donc ça, on l'observe, notre galaxie avale d'autres galaxies. Donc ça, c'était pour notre galaxie, il y a plus de 11 milliards d'années. Il y a 5 milliards d'années, enfin 4,6 pour être précis, on a encore une fois un grand nuage de gaz. Si vous n'avez pas de questions à poser à la fin, demandez-moi pourquoi ça fait un disque. On va dire que ce n'est pas préparé du tout. Donc là, sous l'effet de la gravitation, on a un nuage de gaz qui s'effondre. Donc la gravitation, toutes les particules vont être attirées vers le centre. Elles vont tellement se rapprocher qu'elles vont fusionner. Donc la fusion, ça va créer de l'énergie. C'est ça qui allume le Soleil. Donc l'énergie du Soleil vient de cette fusion. Et autour, on va avoir un disque avec du gaz et de la poussière. Vous voyez qu'il y a des petits grumeaux. Ces grumeaux vont se former des structures de plus en plus grandes. À un moment, ça va faire des cailloux, puis ça va faire qu'on appelle des planétésimaux, puis ça va donner des planètes. Donc on pense que c'est comme ça que s'est formé le système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Donc là, je vous ai raconté en quelques minutes l'histoire de l'univers. Maintenant, on va raconter comment l'univers est vu par le James Webb. Donc déjà, on va commencer par le lancement du James Webb. Je ne sais pas si vous êtes prêts. Il y a du son, là, j'espère que ça va marcher. Moi, je l'entends en tout cas. Parce que le son, il sort de mon ordinateur. Donc là, on est à Kourou, en Guyane. C'est une fusée Ariane 5 qui a lancé le télescope. Le télescope, il ne tenait pas dans la fusée, donc il a fallu le plier. C'est en français aussi. Vous entendez ? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, stop. Il n'y a pas un chiffre que vous avez semblé bizarre ? En fait, ils disent 2 unités, c'est parce que s'il y a quelqu'un qui fait 1 au milieu, ça, il lance le truc au même moment. Donc ils disent unité pour pas qu'on confonde. Donc là, on a le décollage. Ça serait quand même con de lancer la fusée au moment parce qu'un mec a fait 1. Donc là, on a la fusée qui part. Elle traverse les nuages. Et c'est parti pour un petit voyage qui va être assez sympa. Donc c'était le jour de Noël, c'était le 25 décembre. Je me rappelle d'avoir observé que les étudiants qui venaient du Burkina Faso, qui travaillaient avec moi, on a passé le jour de Noël un petit peu stressé, parce qu'en général, quand il y a un lancement de fusée, on sait qu'il y a des collègues qui ont bossé dessus pendant des décennies, et là, tout peut disparaître en quelques secondes. Et vous allez voir qu'avec le James Webb, c'est encore plus compliqué. Là, ce qui était sympa, c'est que ça, je ne m'y attendais pas. C'est la dernière image qu'on a vue du James Webb. On est au-dessus du golfe d'Aden. Donc il y a l'image qui est apparue quelques minutes après, comme ça. Et là, on voit le télescope qui part. Et il part pour un voyage de 1,5 million de kilomètres. Donc l'endroit où il observe, c'est à 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est un point qu'on appelle le point de Lagrange 2. Vous pouvez voir son orbite, là où il y a la Terre en bleu, et en jaune, on a le télescope. Donc il tourne, il est en équilibre instable, à un endroit d'équilibre, là, comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est toujours le dos au Soleil. Et ça va être hyper important, d'être le dos au Soleil, et toujours aussi à côté de la Terre. Pourquoi ? Vous vous rappelez que le télescope, il était grand comme un terrain de tennis. Ce n'est pas le télescope en lui-même, il y a un grand pare-soleil. Et si vous regardez bien, le côté rouge, c'est le côté chaud, le côté bleu, c'est le côté froid. Côté chaud, il fait 85 degrés, côté froid, il fait moins 233 degrés. C'est un pare-soleil qui permet vraiment de refroidir le télescope. Et pourquoi refroidir le télescope ? Parce que je vous ai dit que quelque chose à température ambiante émettait dans l'infrarouge. Si le télescope il est à température ambiante, il va émettre, ça ne servira à rien de l'avoir envoyé dans l'espace. Donc il faut réussir à le refroidir. Donc le télescope est lancé. Et là, commence une séance de déploiement qui est hallucinante. Il y a plusieurs dizaines, et plus de 100 points qui, potentiellement, s'il y a un qui ne marche pas, on a envoyé le plus grand le déchet spatial le plus cher de l'histoire dans l'espace. C'est un télescope qui coûte 1 milliard d'euros ou de dollars. Et s'il y a le moindre truc qui ne marche pas, il ne servira à rien. Donc on commence déjà, il y a l'antenne qui se déploie au début pour sortir les données. Là, on a le télescope enfin pas le télescope, mais le pare-soleil qui commence à se déployer 4 jours après. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait suivre en temps réel. On voyait, sur Internet, on avait un site qui nous donnait l'état du télescope, on voyait ce qui se passait tous les jours. Il y avait un blog depuis Baltimore, depuis le centre de contrôle, où les gens expliquaient tout ce qui se passait. Et là, il y a un stress qui a duré quand même pas mal de temps. Donc au bout de 6 jours, ils commencent à déployer les barres sur le côté pour sortir
Donc il y a plusieurs couches qui sont très très fines, c'est quelques nanomètres d'épaisseur qui vont permettre de refroidir le télescope. Et comme vous voyez bien aussi, le télescope il est plié. Donc le télescope, il va falloir le déployer. Et en plus il est segmenté, c'est-à-dire qu'il est fait de plusieurs segments, vous voyez c'est des hexagones. Donc on va le replier. Donc là déjà le pare-soleil marche, on le met en tension. Le télescope commence à se refroidir en direct, on voit la température du télescope qui baisse. Là, il y a le miroir secondaire. Il faut savoir qu'un télescope, le miroir primaire, c'est le grand miroir qui reçoit la lumière, qui la renvoie sur le secondaire, qui la renvoie ensuite sur les détecteurs. Donc là, le miroir secondaire est sorti. On commence à déployer les côtés du télescope. Ça fait 13 jours que le télescope est lancé. Et petit à petit, il fait ça, le télescope, tout en s'éloignant de la Terre, en allant à 1,5 million de kilomètres. Donc je ne sais pas si vous imaginez, ça ressemble presque à un film de science-fiction. Et tout marche bien. Donc là, on a 18 miroirs, on commence à faire les premières images le 11 février. Donc c'est un peu plus d'un mois après le lancement du télescope. Et vous voyez, on a 18 points. Qu'est-ce qu'on a? C'est une étoile qui a été observée. On la voit 18 fois. C'est chaque miroir a fait une image de la même étoile. C'est l'image à gauche. Le 21 février, ils ont commencé à le régler. Donc déjà, ils arrivent à avoir une image focalisée pour chaque étoile. Enfin, pour chaque miroir, parce que c'est la même étoile à chaque fois. Et ensuite, on arrive à avoir une seule image. Donc vraiment, le télescope, il y a tous ces réglages à faire. Et ce qui était sympa aussi, c'est que on voyait les images de test. Là, par exemple, ils ont pointé un endroit où il y avait juste une étoile. Et si vous regardez bien l'image, qu'est-ce que vous voyez? Il y a une étoile et il y a plein de petites taches autour. Ce télescope, on se rend compte qu'il est tellement puissant que chaque fois qu'il pointe une étoile, il voit des galaxies derrière. C'est peut-être pas spectaculaire comme ça, mais si je vous montre... Moi, j'ai travaillé il y a maintenant 20 ans sur un télescope qui s'appelait Spitzer. Et à l'époque, c'était super. Allez regarder la différence entre Spitzer et le James Webb. Donc pour nous, astronomes, de voir ça, on était là, waouh, ça va être plutôt sympa. Je m'étais amusé à comparer les images du James Webb à gauche avec ce qu'on voit depuis le sol à droite. Est-ce que j'ai besoin de vous convaincre que c'est mieux? Non. Donc on continue, on arrive le 6 juillet. Là, cette image, moi, je l'ai reçue, j'étais là, waouh. Et encore une fois, ils ont observé une étoile et on voit des galaxies partout. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez, ce qu'on pointe là, c'est vous tenez votre bras comme ça, vous imaginez qu'il y a un grain de sable dessus, vous regardez le ciel. On voit une fraction infime du ciel et il y a des milliers de galaxies. Il y a des galaxies partout. En haut à droite, ça va peut-être moins vous parler, c'est des spectres. Mais ce qu'on observait avant, c'était en bleu. Maintenant, c'est ce qu'on voit, c'est en rouge. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous convaincre que c'est mieux. Puis là, avec l'image, voilà la progression. Donc on est content, on a un télescope qui marche. Tous les réglages sont faits. Le lancement d'Ariane a été parfait. On pense qu'on a gagné 10, 15 ou 20 ans de durée de vie du télescope grâce au lancement de Ariane 5. Donc super nouvelle, tout va bien. Le 12 juillet, les images doivent être présentées. Ils annoncent qu'il y aura 5 images qui vont être présentées. Et là, je reçois un message d'un copain à Baltimore qui me dit « On est dans la merde, il y a Joe qui va présenter les images. » Je me réveille le matin, Joe, c'est qui Joe? Et en fait, il dit « C'est à la Maison-Blanche, c'est Joe Biden qui va présenter les images. » Et t'es là, ok. Moi, pour le coup, je me dis c'est cool quand même le président américain qui va présenter ces images, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui aura de la visibilité. Ça va montrer que l'astronomie, c'est quelque chose d'important. Mais après, je me dis peut-être aussi, il y aura un côté où... tout le monde va se dire que c'est un projet américain, alors que c'est un projet où les Américains ont une forte implication, mais il y a aussi les Européens, les Canadiens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu la soirée avec les premières images ici? Parce que moi, ça m'a marqué, c'est qu'il y a... Donc, Joe Biden était en retard, il y avait une musique répétitive qui durait à peu près 10-11 secondes et qui s'arrêtait pendant 2 secondes et qui repartait tous les 10-11 secondes. On se disait, les images vont arriver, et ça a duré 1h30 ou 2 heures. Les gens devenaient fous. Au point où, à un moment, ils montrent cette image... Et j'ai des collègues astronomes qui ont vu par transparence ce qu'il y avait derrière, qui ont réussi à reconnaître le champ qu'on observait. Je ne sais pas si vous imaginez, les gens, ils n'avaient rien d'autre à faire. Donc on savait qu'est-ce qu'ils allaient montrer. Et voilà, on arrive, il y a Joe Biden qui présente la première image. Et je vais vous la montrer. C'est vraiment extraordinaire. Ce qu'on voit ici, au centre, les taches floues, c'est des galaxies qui se trouvent à peu près à 4,6 milliards d'années-lumière de nous. Donc la lumière qui est là, elle est partie il y a 4,6 milliards d'années. Elle est partie quand le Soleil se formait. S'il y a des astronomes là-bas qui arrivent à nous observer, ils voient le Soleil qui se forme. Et derrière, tous les petits points, c'est des galaxies qui sont en arrière-plan et qui vont être magnifiées. Donc c'est comme une sorte de loupe qui va rendre la lumière plus brillante et qui permet de voir les petits points rouges. Et il y en a certains, la lumière a mis plus de 13 milliards d'années à nous arriver. Et encore une fois, on est en train de regarder un champ tout petit. Vous vous rappelez le grain de sable sur un doigt comme ça. Donc on observe une portion infime du ciel, mais on voit des milliers de galaxies. Pour vous montrer les petits détails, on voit des galaxies, il y avait vraiment des détails hallucinants. On voit des galaxies, la lumière a mis 13 milliards d'années à nous arriver, certaines arrivent même à voir leur forme. Donc ce qui se passe, c'est que cet amas qui est entre nous
Et les galaxies derrière servent de loupe et permettent de mieux voir ce qui se passe. Juste, je vais vous montrer pas mal ça ce soir aussi. À droite, je vous ai mis l'image du James Webb et à gauche, ce qu'on avait avant avec Hubble. Donc vous voyez, on gagne un petit peu. Pour l'instant, vous n'êtes pas convaincu, mais si on fait un petit zoom, regardez la différence. Est-ce que j'ai à vous convaincre que c'est mieux? C'est celle-là les nouvelles. Donc je vous rappelle, on a du mal à se représenter la fraction du ciel, donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite vidéo, regardez le champ. On va faire un zoom arrière. Donc vous voyez, on a observé un endroit où il n'y a rien. On recule, on recule. Tiens, là il y a une étoile un peu brillante. On recule encore. Pour l'instant, on voit encore quelque chose de tout petit dans le ciel. Là, on va commencer à voir le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. C'est des galaxies qu'on voit à l'œil nu dans l'hémisphère sud. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on observe quelque chose de très petit. Et quand on observe des choses de très petits, on peut observer des choses comme ça. Là, on a l'amas de Pandore. Les points rouges, encore une fois, certains, la lumière a mis plus de 13 milliards d'années à nous arriver. Là, on a un champ où on a des dizaines de milliers de galaxies. Dans chaque galaxie, il y a des centaines de millions, des centaines de milliards d'étoiles. Le nombre d'étoiles qu'il y a sur cette image, c'est inimaginable. Et l'une des questions à laquelle on essaie de trouver une réponse, c'est qu'est-ce qui s'est formé en premier? Donc, la gravitation a permis de former les étoiles, la gravitation a servi à former les galaxies, mais qu'est-ce qui arrive en premier? Les étoiles. Donc les premières étoiles, on sait qu'elles devaient être hyper grandes, plus de 1000 fois la masse du Soleil, elles devaient briller énormément et vivre très peu de temps. Ou alors qu'est-ce qui s'est formé en premier? Donc les étoiles ou les galaxies? Je ne vous cache pas qu'il y a un petit débat dans la communauté scientifique actuellement, parce qu'on ne sait pas si c'est ça ou ça. Donc on ne sait pas qu'est-ce qui arrive en premier. Et là, bon, en langage des signes, j'aurais dit, ils m'ont dit que pour traduire Michel Drucker, ils allaient faire dinosaure et télé. Donc je ne sais pas comment on fait dinosaure et télé en langage des signes. Donc on avait bien travaillé. C'est comme ça, en plus, les plus jeunes qui ne connaissaient pas Michel Drucker, je pense qu'avec dinosaure et télé, ils auront compris. Donc pour savoir qu'est-ce qui s'est formé en premier, on va essayer d'observer les étoiles les plus lointaines. Là, par exemple, on a observé cette étoile qui s'appelle Earendel. La lumière qui arrive de cette étoile, elle a mis 10 milliards d'années à arriver sur Terre. Donc on la voit telle qu'elle était il y a 10 milliards d'années. Aujourd'hui, elle est à 28 milliards d'années-lumière. Pourquoi? Parce que l'univers est en expansion. Donc si le truc a mis 10 milliards d'années à nous arriver, depuis, c'est éloigné. Et depuis, cette étoile, elle est morte. Donc on n'est pas en train de regarder l'une des premières étoiles de l'univers. On a cette galaxie, un tout petit point, là encore une fois, vous voyez, chaque fois qu'on fait des images avec le James Webb, il y a plein de galaxies. Là, on a un tout petit point en bas, on arrive à peine à le voir. C'est le petit point qui est ici. Pourquoi il est intéressant? Déjà, c'est une galaxie, on la voit telle qu'elle était quand l'univers a 430 millions d'années. Ça fait 13,4 milliards d'années. Donc on voit ce truc-là tel qu'il était il y a 13,4 milliards d'années. Je ne sais pas si vous arrivez à l'imaginer, moi j'arrive pas, mais je connais les chiffres. Et les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que là-dedans, il n'y a pas les premières étoiles de l'univers? Vous voyez cette petite raie qu'on voit en rouge là? Donc ça, c'est un spectre où on a décomposé de la lumière. On voit de l'hélium qui est ionisé, donc c'est de l'hélium qui est excité. Et on a fait des modèles pour essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il faudrait pour réussir à chauffer ce gaz pour qu'il arrive à produire cette raie. Et apparemment, la seule chose qui pourrait produire cette signature qu'on voit ici, ce serait les premières étoiles de l'univers. On n'a pas trouvé les premières étoiles de l'univers, mais on aurait trouvé des signes indirects qu'elles étaient là. C'est un bon début déjà. Il y a plein de premières. On trouve les premiers trous noirs. Donc il y a des trous noirs qui existaient déjà 570 millions d'années après le Big Bang. Donc on voit des trous noirs se former très rapidement. Celui-ci est encore plus hallucinant parce qu'il y a différents types de trous noirs. Il y a les trous noirs dits stellaires, donc qui font quelques fois la masse du Soleil, ou il y a des trous noirs qui font des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil. Là, on a trouvé un trou noir supermassif, donc plusieurs millions de fois la masse du Soleil, dans une galaxie, dans l'univers très jeune. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la masse du trou noir, il fait à peu près la moitié de la masse de la galaxie, alors qu'aujourd'hui, les trous noirs qu'on observe font plutôt quelques pourcents de la masse de la galaxie. Et là, ça semble indiquer que ces trous noirs sont formés non pas par l'effondrement d'une étoile, mais directement par l'effondrement d'un nuage de gaz. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais je mets beaucoup de guillemets, parce qu'il y a encore pas mal de choses à vérifier pour vérifier ça. Les simulations numériques aussi montrent que l'univers n'est pas uniforme. Ça ressemble un petit peu à une toile d'araignée, avec des galaxies qui sont connectées par des filaments. Donc ça, c'est une simulation informatique faite par ordinateur. Et l'idée, c'est qu'on va essayer de l'observer, de voir à quoi ressemblait l'univers quand il était jeune, est-ce qu'il avait cette structure. Donc les galaxies se forment en amas qui sont reliés par des filaments. Là, sur cette image, on fait ce qu'on appelle de la spectroscopie et de l'imagerie en même temps. Donc on fait des spectres et d'images, donc on arrive à voir comment les galaxies se déplacent.
Vous vous rappelez, le spectre, ça permet de voir si la lumière se décale vers le bleu ou vers le rouge. Ben là, on voit des galaxies qui tournent les unes autour des autres très rapidement. Donc, l'univers a 2,3 milliards d'années, on voit un amas de galaxies qui se forme. Quelque chose qui a 11 milliards d'années. On peut même aller plus loin. Là, on voit toutes les galaxies en rouge à droite. On a réussi à mesurer leur distance et à se rendre compte qu'elles étaient à la même distance et que c'était un amas qui est en train de se former 650 millions d'années après le Big Bang. Donc on voit déjà les amas de galaxies se former. Et ça, je pense que c'est encore le plus spectaculaire. Donc là, il y a plein de galaxies. Vous voyez les petits ronds? C'est des galaxies qui sont à la même distance. Et là, ce qu'on voit, elles forment un filament. Donc on est en train de voir les premiers filaments de la toile cosmique qui est en train de se former. Et quand on observe les galaxies avec le James Webb, on arrive aussi à voir qu'elles sont en train de fusionner. Là, vous voyez les images. Encore une fois, il y a Hubble là et maintenant le James Webb. Là où avec Hubble, on voyait une seule image, un seul point, on se rend compte que c'est des galaxies en train de fusionner. Donc ça fait longtemps qu'on se dit que dans l'univers, les galaxies grandissent en fusionnant. Donc là, on arrive à le voir, mais vous vous rendez bien compte qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Donc pour pouvoir le voir en détail, il faudrait réussir à s'approcher. C'est pas facile, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut observer des galaxies plus proches qui fusionnent. Et ça, le James Webb l'a fait. Donc là, on voit des galaxies, ce qu'on appelle le quintet de Stéphan. La galaxie qui est en haut à gauche, elle a passé au travers de l'autre. On voit que ça fait interagir la matière. Et tout ce qui est rose, là, c'est de la poussière qu'il y a dans les galaxies, qui va permettre notamment de former de nouvelles étoiles. Donc on voit que quand des galaxies rentrent en collision, ça peut déclencher la formation d'étoiles. Il y a celle-ci qui est spectaculaire aussi. La roue de Chariot, on a 500 millions d'années-lumière. Et là, encore une fois, il y a une galaxie qui est passée au travers de l'autre et qui a créé cet anneau. Cette roue de Chariot qui est assez spectaculaire. Donc je rappelle, le Big Bang, on forme les premières galaxies, les premières étoiles. On observe que les galaxies grandissent en fusionnant. Aujourd'hui, on est capable d'observer à quoi ressemblent ces galaxies. À gauche, je vous ai mis une image prise dans le visible, donc c'est ce qu'on a typiquement avec Hubble. Et à droite, c'est une image du James Webb. C'est la même galaxie. Et là, c'est quelque chose d'assez difficile à comprendre. C'est que souvent on se dit, si je vois quelque chose, c'est que c'est comme ça. Mais non, quand on regarde une galaxie, ce qu'on voit, c'est pas la forme de la galaxie, c'est comment la lumière en est sortie. J'aime bien faire l'analogie, imaginez, c'est Halloween, vous mettez une citrouille, la citrouille elle est plus ou moins ronde, vous dessinez, vous faites un dessin, on va dire une étoile dessus, vous éteignez la lumière, vous mettez une bougie, vous allez voir juste l'étoile. Ce qu'on voit, c'est comment la lumière en sort. Ben là, à gauche, on voit comment la lumière a interagi avec la poussière, on voit que les structures sont très peu définies, parce qu'il y a la lumière, elle vient pas en ligne droite, alors qu'à droite, vous vous rappelez, je vous ai dit qu'on voyait directement l'émission de la poussière. Vous avez fait « waouh » quand je vous ai montré l'image. En fait, le « waouh », c'était pour vous rappeler, c'était vraiment travaillé. Donc là, on voit l'émission de la poussière, c'est-à-dire qu'on voit les structures directement de la poussière dans la galaxie. Vous voyez qu'il y a plein de trous. Il y a plein de grands trous, des structures comme un peu partout. Ce qu'on voit là, c'est soit des étoiles qui ont explosé, soit des étoiles qui viennent de naître et qui sont très massives et qui émettent beaucoup de rayonnement et qui créent, comme un chasse-neige, qui vont créer des trous dans la galaxie qui vont ensuite engendrer la formation d'étoiles. Gardez bien ces trous en tête, parce que tout à l'heure, on va y revenir. Là, j'ai une image où j'ai rien à dire, et c'est juste c'est beau. Et je pense que ça fait du bien aussi. C'est pour montrer que le James Webb, il observe plein de galaxies, et je trouve ça beau. Je pourrais dire plein de choses, mais je veux juste montrer que c'est joli. On peut aussi observer des étoiles dans les galaxies, c'est pas forcément spectaculaire, mais ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit plein d'étoiles, et on va pouvoir essayer de comprendre un petit peu l'évolution des étoiles. Aujourd'hui, je vous dis, on sait comment une étoile naît, on sait comment une étoile meurt. Comment on sait ça? On pourrait faire l'expérience ici, je suis un extraterrestre, je débarque sur Terre, et je veux comprendre l'évolution des êtres humains. Je regarde dans la salle, je vais voir qu'il y a des gens plus ou moins grands, plus ou moins petits, il y a des gens qui ont plus de cheveux, moins de cheveux, des cheveux blancs, cheveux gris. Et en faisant ça, on va pouvoir reconstituer l'histoire de l'évolution des êtres humains. Si on prend, cette fois-ci, non pas une population d'êtres humains, mais une population d'étoiles, si on a plein d'étoiles, on va pouvoir voir comment ces étoiles évoluent. C'est ce qu'on fait là. Et là, on a une galaxie à 3 millions d'années-lumière. C'est pas spectaculaire, mais si vous regardez à quoi ça ressemble à ce qu'on avait avant, le James Webb, il a zoomé dans cette petite partie-là. Et regardez ce que ça révèle. Il y a des étoiles partout. Donc ça permet de mieux comprendre l'évolution des étoiles. Si vous regardez, il y a même des galaxies aussi. Chaque fois qu'il y a une image, de toute façon, il y a des galaxies. Vous n'êtes peut-être pas convaincu que c'est spectaculaire, donc je vais vous montrer ce qu'on avait avant. J'ai l'impression, quand je montre à mes étudiants ce sur quoi je travaillais, ils vont me dire « mais c'est un dinosaure, tu fais des trucs vraiment tout pourris avant ». Alors qu'à l'époque, on pensait que c'était super. Donc imaginez, dans 20 ans, il y aura peut-être quelque chose comme ça aussi, on va pouvoir... Donc vous vous rappelez bien des trous que je vous ai montrés tout à l'heure? Maintenant, je vais vous montrer la naissance des étoiles.
Donc, cette image, je pense que tout le monde l'a vue. C'est une image qui, pour moi, elle était émouvante de beauté déjà, parce que c'est super beau. Et en plus, elle nous apprend un petit peu comment naissent les étoiles. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que les galaxies s'étaient formées en fusionnant. Dans les galaxies, on a de la poussière et du gaz. Et cette poussière et ce gaz vont servir à former des étoiles. Là, l'image, elle est clairement coupée en deux. On a une partie bleue en haut, une partie plutôt orangée en bas. En haut, ce qui se passe, c'est qu'on a des étoiles massives qui sont en train de rayonner et de pousser tout le gaz et la poussière autour. Et ça crée ce qu'on appelle les falaises cosmiques qu'on voit là. C'est vraiment le rayonnement des étoiles. Et ça, en fait, la petite falaise qu'on voit là, c'est le bord d'un trou qu'on a pu observer avant. C'est les trous qu'il y a dans les autres galaxies. D'ailleurs, si vous voulez la repérer, donc là on a 8500 années-lumière. Ça, c'est une image qui a été faite au Brésil. C'est quelque chose qui est très grand. Hein. C'est plus grand que la pleine lune. La nébuleuse de la Carène, à gauche. Si vous zoomez avec un télescope, ça donne ça à droite. Vous voyez le petit coin en haut à droite? On va zoomer dessus. Ça donne ça. Et là, la structure qu'il y a là, ça commence à ressembler à quelque chose que vous avez déjà vu. Et on y est. Donc voilà ce qu'on avait observé avant au sol avec Hubble et maintenant ce qu'on voit avec le James Webb. On peut zoomer encore plus. Il y a des structures vraiment incroyables. Donc ce télescope permet vraiment de voir plein de choses. Donc là, en haut, on a toutes les étoiles qui rayonnent et qui poussent la matière. Et si on regarde vraiment dans la partie orange, on voit qu'il y a des structures qui sont encore sombres. C'est-à-dire que même la poussière est tellement dense que même dans l'infrarouge, on ne voit pas au travers. On a des jets, donc ça, c'est des étoiles en train de naître. Et parce que j'aime bien cette image, je vous la remontre. J'espère que vous aimez aussi. Mais si on veut voir mieux comment se forment les étoiles, encore une fois, il va falloir s'approcher. Et s'approcher, on ne peut pas. Donc on peut chercher une zone de formation d'étoiles qui va être plus proche. Et là, c'est cette image qui m'a aussi vraiment beaucoup marqué, parce qu'il y a une longue histoire, c'était les piliers de la création. C'était une image qui avait été obtenue par Hubble le 1er avril 1995, et qui a marqué toute une génération d'astronomes, dont la mienne. Et celle-ci est arrivée, j'espère qu'elle va aussi marquer les plus jeunes. Donc là, on zoome vers le centre de la galaxie, parce que c'est là que se trouve la poussière et le gaz. Donc on a les régions de formation d'étoiles, ça se trouve là-dedans. Et là, vous allez voir, on zoome. Vous voyez qu'il y a une petite zone orange, là, c'est du gaz qui est chauffé. Je vous laisse profiter. Et là, on a plein de structures. Donc on a des étoiles au centre qui vont rayonner et pousser toute la matière et créer ces petites structures-là. Enfin, ces petites structures, ça fait quand même 4-5 années-lumière de long. Et là, grâce au James Webb, on va pouvoir voir au travers de la poussière et voir ces piliers de la création. Cette image, c'était assez incroyable. À l'époque, j'étais encore sur Twitter. Je me rappelle, j'avais tweeté l'image et je crois que 10 minutes après, il y a le journal de France 2 qui m'appelle en disant « Tu penses que c'est une bonne idée de la passer au JT de France 2 ?» Je dis « je pense que si on arrive à montrer ça ce soir... » Enfin, je leur ai dit, peut-être que ça inspirera les jeunes. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui regardent le JT de France 2 à 20h. Mais au moins, on a réussi à parler d'astronomie au JT de... Comment on dit JT de France 2 à 20h en langue des signes? On avait travaillé tout ça, merci. Je vois que je l'ai fatigué, on le remplace du coup. Et je pense que c'est important de les remercier, parce que c'est une super idée d'avoir... pour permettre à tout le monde... donner accès à tout le monde aux sciences, je pense que c'est important. Donc merci à vous et aux personnes qui ont eu l'idée, à l'organisation. Donc là, on a les images dans l'infrarouge proche. Donc on est dans l'infrarouge, on arrive à voir au travers de la poussière. Et l'infrarouge moyen, c'est encore à plus grande longueur d'onde. Là, on voit directement l'émission de la poussière. Donc, souvent, les gens me demandent est-ce que c'est des vraies couleurs. Évidemment, ce n'est pas des vraies couleurs parce que c'est l'infrarouge, c'est quelque chose que l'œil ne voit pas. Si je vous montrais des images en vraies couleurs, je vous montrais des transparents noirs depuis le début. Donc là, c'était l'image en infrarouge moyen. Les Américains avaient sorti ça pour Halloween, donc ils avaient sorti des couleurs un petit peu spéciales Halloween, je pense que c'est... Et celle-là, c'était mon collègue qui était à... Vous vous rappelez qu'il avait dit, il y a Joe qui vient, là il me dit, tiens, il y a Manu qui vient, on a fait une nouvelle image, et Manu, en fait, c'était Emmanuel Macron, qui venait aux États-Unis, à la NASA, et du coup, ils avaient fait une image en combinant l'infrarouge moyen et l'infrarouge proche, et c'est assez spectaculaire. On voit des structures, mais ça... Vous savez ce que c'est, les pareidolie, c'est que notre cerveau a tendance à voir des choses qu'il connaît quand vous regardez des nuages, on voit des tortues, on voit des choses... Il n'y a pas de tortue, il n'y a pas de lapin dans le ciel, c'est pas vrai, mais c'est notre cerveau, c'est quelque chose qui vient de l'évolution. C'est que quand les hommes préhistoriques ils pouvaient se faire attaquer en permanence, donc il fallait qu'ils arrêtent, leur cerveau pouvait voir s'il y avait quelque chose qui pouvait être une menace potentielle. Et c'est resté, donc on voit ces structures. Il y en a des assez rigolotes, je me suis amusé à zoomer. Je pense que tout le monde voit les choses qu'il a envie de voir.
Et là, j'ai juste envie de comparer. Donc, vous voyez ce qu'on voyait avant avec Hubble et maintenant le James Webb. Donc, le truc principal, c'est qu'on arrive à voir au travers de la poussière. Donc là, on a ces zones opaques à gauche qui sont transparentes. Donc, ça nous permet de voir vraiment comment se forment les étoiles. Et c'est quelque chose que j'ai découvert cette semaine. Donc, vous allez le voir en avant-première. Enfin, il y a peut-être des personnes qui l'ont déjà vu, mais moi, je l'ai vu pour la première fois cette semaine. Il y a eu une reconstitution en 3D des piliers de la création. C'est à partir des vraies images, et on va faire un petit voyage dans les piliers de la création, avec des images. Donc ça, c'est les images Hubble, dans le visible. Et ça, c'est les images du web. Et on va faire une petite balade. Donc vous voyez, cette structure, chaque doigt fait 4 ou 5 années-lumière de long. On a ce gaz qui est en train de s'évaporer, parce que c'est l'interaction avec les étoiles qu'il y a autour, parce que c'est vraiment l'érosion due aux étoiles qu'il y a autour. Et ces structures sont juste incroyables. Il y a des centaines d'étoiles en train de se former, avec des structures dynamiques. On voit vraiment... L'image est fixe, mais je pense qu'on voit bien que c'est assez turbulent ce qui se passe là. Et je me tais parce que j'ai envie que vous profitiez aussi. Donc là, vous voyez par exemple les zones rouges, c'est une étoile qui est en train de naître, qui est en train de chauffer le gaz, c'est de l'hydrogène. Là, on voit aussi des structures rouges, des sortes de jets. C'est des jets qui sont jetés par des étoiles. Je ne sais pas si quelqu'un avait déjà vu ça. Moi, j'ai trouvé vraiment impressionnant de se dire qu'on était capable aujourd'hui de refaire ça en 3 dimensions et de se balader sur une zone de formation d'étoiles comme ça. Là, vous voyez le petit jet qu'il y a avec un truc jaune en haut et un truc jaune en bas. Là, c'est une étoile qui est en train d'éjecter du gaz par en haut et par en bas. Ça, je vous montrerai tout à l'heure. Enfin, voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire des trucs assez sympas. Je pense que s'il y a 20 ans, on m'avait dit que je verrais ça, je n'aurais pas cru. Mais aujourd'hui, on le vit. Et là, je suis en train d'essayer d'arrêter, mais j'y arrive pas. On verra. Il y a une étoile qui s'est allumée ici aussi. Et normalement, ça dure 17 minutes. Mais on a dit qu'il y avait jusqu'à demain matin. Hein. Là, on va faire un zoom arrière, donc c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, les piliers de la création, c'est juste une toute petite structure. Donc, au centre, il y a ces étoiles. Et vous vous rappelez des trous qu'on voyait dans les galaxies. Mais là, c'est exactement ça. C'est un trou, et autour de ces trous, c'est là que se forment les étoiles. Et c'est quelque chose aujourd'hui que même les astronomes amateurs peuvent observer. Je crois qu'on a des télescopes qui sont capables de voir ces piliers de la création. Pas aussi bien que le James Webb, mais ça se saurait si dans son jardin, on pouvait faire un télescope mieux qu'un télescope qui coûte 1 milliard d'euros. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, ce petit voyage. Enfin, moi, j'étais content de découvrir ça cette semaine. Alors, je vous ai parlé de pareidolie tout à l'heure. J'ai posté ça sur les réseaux sociaux. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup la BD. Il y a même un dessinateur que j'aime beaucoup qui est dans la salle. Je ne sais pas, il se cache, je ne dirai pas qui. Mais quand j'avais posté ça sur les réseaux sociaux, il y a un autre dessinateur qui avait répondu. En gros, j'avais dit « Qu'est-ce que vous voyez ?» Il y a des gens avec plus ou moins de talent qui avaient répondu « Je ne vous montrerai pas cela ». Mais il y a Boulet, je ne sais pas si vous connaissez, qui avait répondu quelques minutes après. Il disait « Voici ce que j'ai vu ». Et j'arrive plus à ne plus voir le cocker depuis. Donc c'est assez rigolo Je pense que ces images, ça travaille beaucoup pour l'imagination et c'est aussi l'un des succès de ce télescope. Je pense qu'il y a des succès scientifiques, mais il y a aussi des succès culturels. Ces images, c'est presque des images de la pop culture aujourd'hui. Et je pense qu'on a gagné. Si on arrive à mettre ça, c'est Jean-Marc Lévy-Leblond, qui est un philosophe des sciences, qui dit toujours que le souci, c'est qu'on parle de culture scientifique. Et on aura gagné, nous, les gens qui travaillons pour la diffusion des connaissances, on aura gagné quand on parlera de culture tout court. Quand on arrivera à faire comprendre aux gens que la culture scientifique, ça fait partie de la culture. Et ça, on en a vraiment besoin. Et surtout, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on a vraiment besoin de ça. Donc, j'espère que ces images contribueront à rendre la culture scientifique de la culture tout court. Donc là, on a vu comment on essaie des étoiles. Donc, les étoiles naissent dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire. Elles vont évoluer différemment selon leur masse. Donc, à droite, des étoiles massives vont donner des supergéantes rouges, exposées en supernova, donner un trou noir ou une étoile à neutrons. À gauche, elles vont donner des géantes rouges qu'on appelle AGB, donner des nébuleuses planétaires, c'est ce qui va arriver au Soleil dans plus de 5 milliards d'années, et donner une naine blanche. Et la matière, elle va ensuite repartir dans le milieu interstellaire. Et à chaque fois qu'une étoile meurt, elle aura créé des nouveaux atomes. Donc chaque étoile qui meurt, ça rajoute des atomes dans le gaz. Et à chaque fois, on a des étoiles qui peuvent se former avec de plus en plus d'atomes et peut-être former des planètes. Donc les étoiles, comment elles se forment ? On a un effondrement d'un nuage de gaz et de poussière. Ça, c'est des simulations.
qui montrent qu'il y aura des jets qui vont se former. Donc ça fait longtemps qu'on sait qu'il devrait y avoir des jets. Le problème, c'est que ces étoiles, elles naissent au sein de cocons de poussière. Donc on ne peut pas les voir, parce que la poussière absorbe la lumière. Mais le James Webb travaille dans l'infrarouge. Donc l'infrarouge, on peut voir au travers. Vous pensez qu'on a réussi à voir au travers? Je pense que oui. Donc là, on voit une étoile à 32 années-lumière. Non, c'est pas celle-là. À 1470 années-lumière. Et on voit ces jets qui sont éjectés. Ici, on est à 1000 années-lumière, on a un autre jet. C'est ce qu'on appelle les étoiles de Herbig-Haro. Celle à droite, je pense que ça ferait une belle couverture de livre. Pour ceux qui ont le rêve, c'est la couverture de mon livre. C'est pour ça que Pour ceux qui l'ont pas, vous l'avez maintenant. Donc là, c'est Raouf Yuki à 390 années-lumière. Et si vous avez le livre, vous pourrez expliquer que c'est un jet d'une étoile en train de naître. On voit d'autres étoiles en train de naître comme ça aussi. La mort des étoiles, ça c'est avant qu'une étoile meure, on sait qu'elle éjecte du gaz et de la poussière. C'est ce qu'on appelle une étoile de Wolf-Rayet. Donc elle va exploser en supernova et avant d'exploser, elle est déjà en train d'éjecter du gaz et de la poussière. Et puis ça fait une belle image. Et quand elle va exploser, ça ressemblera à ça. Donc ça c'est une étoile qui est explosée. L'explosion a été vue sur Terre en 1054. Pendant plusieurs jours, à l'œil nu, on pouvait voir une étoile dans le ciel. Je ne sais pas si vous imaginez. L'étoile a diminué en brillance et il y a quelques siècles, on a réussi à voir qu'il y avait une nébuleuse, qu'il y avait quelque chose, il y avait du gaz et de la poussière dans la direction où ça avait été observé. On voit que ce gaz, on connaît sa vitesse, on connaît la taille. Donc si je vous dis je roule à 100 km/h, je dois faire 200 km, vous allez me dire il faudra 2 heures. Là, si on a la taille et la vitesse d'expansion du gaz, on sait depuis quand le gaz est en expansion. On se rend compte qu'il est en expansion depuis à peu près 1000 ans. Donc on est en train de voir ce qui a été observé il y a 1000 ans. Aujourd'hui, on l'observe. On voit même l'étoile au centre qui est en train de tourner sur elle-même très rapidement. Et je trouve ça très beau quand on arrive à joindre des observations historiques avec des observations actuelles. Donc là, on voit en temps réel notre galaxie qui s'enrichit en nouveaux atomes. Cette étoile a explosé, elle crée de nouveaux atomes, ça va enrichir la galaxie. C'est cool. Des étoiles comme le Soleil aussi sont en train de mourir. Je peux vous raconter une anecdote? Si vous dites non, je vais la raconter quand même. En fait, j'étais en vacances quand ces images, les premières images sont sorties, et j'avais promis à ma compagne que j'étais en vacances. Donc je faisais rien. Donc déjà, je vous ai pas dit que les premières images, j'avais répondu à peu près 40 interviews dans la journée. Je suis allé souvent aux toilettes. Excuse-moi, je reviens. Mais d'ailleurs, l'image des piliers des falaises de la Carène, c'était France Culture qui m'a demandé de les présenter. Et je leur dis, je les ai pas vus avant. Ils disent, non, pas de problème, tu passes en direct à l'heure où les images arrivent. Donc j'étais en direct à la radio pour présenter des images, vous imaginez? Et les images avaient du retard, donc j'étais à la radio en direct pour présenter des images que personne n'avait vues. Et pas moi. Et quand l'image est apparue, c'était super cool. Donc l'idée, c'est que cette image apparaît, et ça, c'est mon domaine de recherche. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. La mort des étoiles comme le Soleil, on essaie de comprendre pourquoi une étoile plus ou moins ronde, quand elle meurt, donne des trucs comme ça. Et avec des collègues, on se dit, en fait, c'est sûrement qu'il n'y a pas une seule étoile, il y en a plusieurs qui sont en train de mourir, et c'est ça qui crée ces formes-là. Et là, les premières images arrivent, et on voit clairement qu'il y a 2 étoiles. Si vous regardez sur l'image à droite, je suis en vacances, j'ai promis que je ne travaillais pas, mais je vous jure. Et là, je reçois plein d'emails. Donc, toute la communauté, ils sont en train de se dire, tiens, je commence à suivre au départ, puis après, je leur dis, non, je ne peux pas travailler, je suis en vacances et tout. Et vous savez comment ça marche, la recherche scientifique? C'est quand on fait une recherche, on écrit un article, on présente nos résultats, il y a quelqu'un qui doit tout vérifier. Et là, il y avait tout le monde qui n'était pas en vacances, sauf moi. Donc, je pense qu'il y a 50 personnes qui ont signé l'article, mais c'est moi qui ai dû tout vérifier après. Et là, ce qu'on voit, c'est non seulement, il n'y a pas une seule étoile qui est en train de mourir, on en voit 2. On s'est rendu compte qu'on a une 3e et une 4e, et peut-être même une 5e. Donc là, on est en train de voir 5 étoiles en train de mourir. Et c'était juste incroyable. Je vous invite à lire l'article si vous ne savez pas quoi faire, si vous voulez bien dormir le soir. C'est un article scientifique un peu technique. Là, il y a une autre nébuleuse qui est assez connue par les astronomes amateurs, ça s'appelle la nébuleuse de l'Anneau, dans la Lyre. Donc là, on voit l'image avec le James Webb. Là, on a l'impression de voir une ellipse. Vous êtes d'accord que ça ressemble à une ellipse? Je vous disais tout à l'heure que la façon dont on voit quelque chose, c'est comment la lumière en est sortie. Là, il y a aussi un effet de projection. Je vais essayer de marcher. Je ne vais pas prendre un verre plein. Le verre, là, il n'aura pas la même forme. Là, comme ça, vous voyez un rond. Vous voyez, suivant l'inclinaison, suivant comment on le voit, la structure sera différente. Là, ce truc-là, c'est plutôt... il faudrait que je prenne le deuxième verre, mais il est plein, je pense que ça va être un peu casse-gueule. Imaginez 2 verres collés comme ça fait une sorte de forme de diabolo, et vu comme ça. Et un peu incliné, c'est pour ça qu'on a une forme elliptique. Et ça, on est capable de le voir aussi, les structures qui semblent partir de l'étoile, qui sont tous orientées vers le centre de l'étoile,
c'est pas de la matière, c'est des trous dans la matière, on voit la lumière qui s'échappe. Et là, encore une fois, on le voit très bien à droite, on a toutes ces structures qui vont vers le centre. C'est des trous dans le diabolo. Donc on a des structures, et on voit, du coup, on arrive à comprendre comment est structuré le gaz et la poussière là. Donc encore une fois, on va rejeter de nouveaux atomes. Tout ça, ça va repartir dans le milieu interstellaire. Donc ça, c'est des nuages dans le milieu interstellaire. Ici, on est à 630 années-lumière. C'est le nuage préféré des Bretons. Pourquoi ? Parce qu'on a trouvé plein d'alcool dedans. À consommer avec modération, bien évidemment. Et il y a plein d'autres molécules. Quand on observe aujourd'hui ces nuages, on est capable de voir de quoi ils sont faits, de voir des molécules complexes. Et celle-ci, c'est un travail qui a été fait pas très loin d'ici, à Toulouse, par un collègue et ami qui s'appelle Olivier Bernet, avec toute son équipe. Ça, c'est dans Orion, c'est une constellation assez connue. Ils ont observé ce qu'on appelle des proplides, c'est des disques autour d'étoiles en train de se former. Et ils ont trouvé une molécule assez bizarre. Pour l'anecdote, c'était dans les années 70, il y avait un Américain qui bosse en Suède qui avait prédit que pour la chimie organique, donc c'est la chimie qui est basée sur le carbone, il y avait une molécule très importante qui s'appelle le CH3+. Vous n'allez pas vous en rappeler, mais il disait ça devrait être important, on devrait le trouver. Et depuis les années 70, il cherchait, il a même pris sa retraite. Et là, Olivier, il obtient d'un signal un peu bizarre. Il envoie, cette personne s'appelle John Black, qui était à la retraite, il recommence à faire des calculs, et ils se rendent compte qu'ils ont découvert, 50 ans après, ce qu'il avait prédit. Il a refait ses modèles, il est sorti de sa retraite, et depuis, on voit que cette molécule qui est importante pour la vie organique, donc, enfin, pour la chimie organique, donc potentiellement, je mets potentiellement avec 15 guillemets, pour la vie, mais en tout cas que cette molécule, elle est présente, et aujourd'hui, c'est pas filmé, hein. Enfin si, c'est filmé, mais on le trouve autour d'autres... On s'est filmé en français, je pense que mes collègues ne le verront pas, mais on en a découvert aussi autour d'une étoile en train de mourir. Je ne l'ai pas dit, c'est pas filmé. Ça, c'est quelque chose qu'on va soumettre la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque fois qu'on a un nouveau télescope, on a une nouvelle façon d'observer l'univers. Des fois, on trouve quelque chose, et une fois qu'on sait comment le trouver, on le trouve partout. Ben là, c'est le truc du James Webb, je pense. Donc, toute cette matière qui est éjectée, elle est enrichie en nouveaux atomes, elle va repartir vers le milieu interstellaire. Donc là, on va faire un petit voyage dans le nuage de Magellan. On est à 161 000 années-lumière de la Terre. Et vous voyez là, il y a une petite région assez brillante. C'est la plus grande région de formation d'étoiles connue dans l'univers proche. Donc le James Webb l'a observé. C'est ce qu'on appelle la tarentule. Et le problème, c'est qu'il y a du gaz et de la poussière. La poussière nous empêche de voir les étoiles qu'il y a parce qu'elle bloque la lumière. Vous voyez là ? Il y a plein de poussière qui nous empêche de voir ce qui se passe. Vous imaginez bien qu'avec les James Webb, on va réussir à voir à travers. Hop. Ah, c'est con, on voit rien. On voit rien, on voit rien. Surtout au centre, là. Vous voyez, allez voir toutes les étoiles qui se révèlent grâce à la lumière du James Webb. Donc ça nous permet de mieux comprendre tout le cycle de la vie des étoiles, comme ça, et de faire une belle image. Je résume. On a les premières galaxies, les premières étoiles qui se forment. C'est principalement de l'hydrogène et l'hélium. Les galaxies grandissent en fusionnant, les étoiles créent des nouveaux atomes. Ces atomes vont repartir dans ce qu'on appelle le milieu interstellaire, donc le milieu entre les étoiles où il y a du gaz et de la poussière. Ça va reformer des étoiles, donc on a tout un cycle. Et à chaque génération d'étoiles, il y a de plus en plus d'éléments lourds, donc des atomes, du carbone, de l'oxygène, tout ce qu'il faut pour la vie. Donc aujourd'hui, quand on observe des planètes, on se dit qu'il y a peut-être de la vie dessus, ou il y a peut-être de la chimie complexe. Donc l'une des premières choses qu'on a fait, c'est qu'on a décomposé de la lumière d'une exoplanète. Donc c'est une exoplanète qui tourne autour de son étoile en 64 heures. Une année dure 64 heures sur cette planète. Et qu'est-ce qu'on y a trouvé ? On a trouvé de la vapeur d'eau. On est capable aujourd'hui de voir de la vapeur d'eau autour de planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Comment ça marche ? L'un des principaux trucs qu'on peut faire, c'est imaginer quand une étoile passe devant une planète, une planète passe devant l'étoile, pardon, la quantité de lumière qu'on reçoit d'étoiles va diminuer, vous voyez ? Et ensuite, elle va réaugmenter. Donc si on mesure ça, ce qu'on appelle un transit, on va pouvoir avoir des informations sur le rapport de taille entre la planète et l'étoile. Donc plus la planète est grande par rapport à l'étoile, plus la baisse de luminosité va être grande. C'est assez intuitif, je pense. Je ne sais pas si c'est intuitif pour tout le monde, mais je pense que c'est quand même... Et là, ce qu'on fait, c'est que si on le fait à différentes couleurs, on va pouvoir voir que, par exemple, s'il y a des molécules qui émettent une certaine couleur, ça va faire un truc plus profond. Parce que ça va créer si l'atmosphère est étendue, par exemple, dans l'eau et dans le dioxyde de carbone, on va voir que le trou va être plus profond. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir voir les différentes molécules. Donc c'est comme ça, par exemple, WASP 39b à 700 années-lumière, on a trouvé du CO2 dans l'atmosphère.
en observant des transits comme ça. Ça, c'est la première image directe obtenue par le télescope James Webb. Donc là, on fait directement l'image d'une planète. C'est une planète que j'ai eu la chance, donc on est à 400 années-lumière, c'est une planète 7 fois plus massive que Jupiter. Ça, c'est ce qu'on avait obtenu. J'ai été dans l'équipe qui l'avait découverte il y a quelques années. C'est le petit point qu'on avait fait au sol. Aujourd'hui, on est capable de décomposer de la lumière, de mieux comprendre son atmosphère. Donc c'est une atmosphère, je ne vous conseille pas pour les vacances. Hein. Il fait 1400 degrés Kelvin, c'est aussi chaud que la flamme d'un briquet. C'est pas terrible. On a trouvé des choses extraordinaires. Il y a aussi une planète où il pleut du quartz et il y a des vents à 400 km/h. Sur Terre, les quartz, ils se forment dans la Terre. Là, le quartz se forme dans l'atmosphère et ça tombe là. Tout à l'heure, on m'a dit qu'on avait bravé la pluie. Là-bas, il faut braver de la pluie de quartz et des vents à 400 km/h. Finalement, c'était pas mal aujourd'hui. Donc le James Webb a aussi observé le système solaire. Et là, c'est extraordinaire. On voit les 4 planètes géantes et on voit les anneaux des 4 planètes géantes. Au Saturne, je pense que tout le monde connaît les anneaux de Uranus et Neptune. Et là, vous voyez aussi les anneaux de Jupiter. Il y a l'anneau de Jupiter qui est assez magnifique. On a même trouvé de l'eau. Donc il y a Encelade qui est une des lunes de Saturne. On sait qu'il y a un océan d'eau sous la surface d'Encelade. Il y a des petits trous et par ces trous, on voit qu'il y a de la matière qui s'éjecte, de l'eau qui s'éjecte et qui est en train de remplir tout la structure sur des dizaines de milliers de kilomètres qui met de l'eau dans le système des anneaux de Saturne. Il y a peut-être même de la chimie organique. Donc il y a sûrement des missions qui vont aller dans les années à venir pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe sous la surface de cette lune qui a de l'eau et de la matière organique dedans. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a de la vie. Hein. Chaque fois qu'on parle de ça, je mets plein de guillemets, parce qu'on n'a aucune preuve aujourd'hui de présence de vie ailleurs. De vie intelligente encore moins, parce qu'on n'en a même pas trouvé sur Terre. On a aussi trouvé de l'eau sur une comète, donc on peut analyser tout ça. Et là, j'ai envie de finir par une image qui, je pense, n'est pas si belle que ça. Je vous ai montré plein de belles images. Et pour moi, c'est l'image la plus profonde dans le sens, profonde à deux niveaux. On voit ici Neptune. Donc, au milieu, vous voyez Neptune, on est à 4 milliards de kilomètres, 4 heures-lumière. En bas à gauche, on a une galaxie qui est dans le champ, qui est à 1 milliard d'années-lumière de nous, donc qui est en arrière-plan. Et les petits points rouges, la lumière, elle a mis plus de 10 milliards d'années à nous arriver. Donc on voit vraiment la profondeur de notre univers en une image. Et je vais m'arrêter là-dessus avec un petit peu de pub. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on a dit que j'avais sorti 2 livres, mais je suis aussi en tournée avec un humoriste qui est à droite, qui était avant sur France Inter, je sais pas si... Mais je crois qu'il est un peu moins sur France Inter en ce moment. Je sais pas pourquoi. Mais j'anticipe la question, on n'a pas de date à Montpellier encore. Mais après, peut-être qu'il y a des gens à Montpellier qui ont une salle et qui se disent « ça serait bien de nous accueillir », donc n'hésitez pas. Et là, c'est le moment si vous avez des questions. Bonsoir. Merci, c'était très intéressant et compréhensible. Juste parce que j'ai vu au début de votre exposé, c'était le fond diffus cosmologique que vous montriez. Mmh. Pourquoi on ne considère pas qu'il y a du bleu et du jaune, ou des espèces de grumeaux? Pourquoi on ne considère pas que ces grumeaux, c'est la matière originelle, en fait? C'est un peu plus compliqué que ça, mais en gros, s'il n'y avait pas de grumeaux, on ne serait pas là. Donc les grumeaux, c'est la structure. Si le fond diffus cosmologique avait été parfaitement lisse, j'aime bien faire l'analogie avec la pâte à crêpes, c'est peut-être lié à mon nom de famille. Donc si la pâte à crêpes avait été bien faite, il n'y aurait pas eu de structure pour former les galaxies. Donc on arrive à voir ces structures, et on sait aujourd'hui, en utilisant la taille de ces structures, on peut comprendre comment l'univers s'est formé. Et c'est hyper important aussi, la taille de ces structures, notamment pour comprendre la structure de l'univers. Mais ça ne représente pas de la matière, c'est que de la lumière en fait. Encore une fois, c'est l'interaction entre la matière et la lumière. Mais ce qu'on voit, nous, c'est la lumière. Et pourquoi c'est 10% de l'écran de télé, cette histoire? Il y a les télés, ce rayonnement, il est partout, dans toutes les directions. Et ça compte, je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est l'ordre de 10%. J'en ai jamais parlé aux spécialistes du fond diffus cosmologique. Donc c'est quelque chose qui met dans le domaine micro-ondes et qui rayonne partout. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas raconté une anecdote. Vous voulez savoir comment on a détecté ce fond diffus cosmologique? Alors, il y a 2 astronomes américains, Penzias et Wilson, qui font une antenne pour observer dans le domaine micro-ondes. Ils veulent observer la galaxie. Donc, ils observent la galaxie. Et ils veulent faire une super antenne. Donc, c'est des très bons astronomes qui ont des compétences en ingénierie. C'est bizarre, il y a un bruit dans toutes les directions. Dans toutes les directions, ils voient donc, quand en astronomie, on parle de bruit, c'est pas un son. Un bruit, c'est du bruit dans le signal. Donc, là, pour le coup, c'est de la lumière.
Alors une étoile, télescope et tout. Non, ils voient toujours le truc. À un moment, ils font... J'ai recherché le papier. Hein. Ils disent qu'ils parlent de produits diélectriques blancs qui venaient de pigeons. Donc c'est le terme technique pour dire qu'ils ont nettoyé la fiente de pigeons parce qu'ils pensaient que ça venait de là. Il faut des sacrifices quand on fait de la science quand même. Ils nettoient la fiente des pigeons sur le télescope, ils voient encore le signal. Et là, ils disent, tiens, il y a un truc, il y a vraiment ce signal. Ils vont voir un astrophysicien à côté qui est spécialiste du Big Bang. Il dit, ce truc-là, il a été prédit. On devrait observer un rayonnement dans toutes les directions. Et ça a été observé depuis, ils ont le prix Nobel. Et on connaît l'univers aujourd'hui, la structure à grande échelle de l'univers. Quand on parle de 95% de l'univers qui n'est pas connu, ça vient de ces observations du fond diffus cosmologique, qui ont été observées suite au nettoyage du télescope en ayant enlevé les fientes de pigeons. Bien, vous avez montré je crois, une étoile ou une galaxie. Vous avez dit, bon, elle se trouve, la lumière a mis 4 milliards d'années pour venir, mais actuellement, l'étoile se trouve à 10 ou 12 milliards. C'était 10 et 28, je vois exactement ce que vous voulez dire. Mais bon, c'était 28. Et pour des galaxies qui se trouvent à 13 milliards d'années-lumière, enfin, quand la lumière a mis 13 milliards d'années pour venir, elle se trouve actuellement à quelle distance? C'est l'ordre de 40 ou 45 milliards d'années-lumière. En gros, l'univers observable, ça fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Donc si quelque chose qui a mis 13,8 milliards d'années à venir, ça se trouve être en 93 divisé par 2, je vous laisse faire le calcul, donc ça fait plus de 45 milliards d'années-lumière. Merci. C'est grand. Et c'est loin. C'est loin, mais c'est beau. Je vais pas le faire 10 fois, je sais pas si les gens ont la ref. Mais... Bonjour, merci beaucoup. Vous nous avez montré plusieurs fois à quel point ce qu'on voyait avec le web, c'était tellement... on voyait tellement plus de choses qu'avec les télescopes précédents. Et comment on était... Mais ça, c'était juste pour vendre mon livre qui montre des images du James Webb. Mais... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est si vous aviez prévu ça quand vous avez lancé ce télescope. Si vous attendiez quelque part, ou s'il y avait eu des calculs qui prévoyaient qu'on verrait autant de choses de plus, ou si c'était une vraie surprise. Non, c'est pas une surprise que les lois de la physique, de l'optique, on sait exactement les détails qu'on va avoir. Ouais. Mais donc vous saviez qu'il y avait autant on sait d'un point de vue technique ce qu'on aura, mais d'un point de vue physique, vu qu'on n'a jamais observé que ces détails, on ne sait pas. C'est ça c'est là que devient la nouveauté. Donc on a pas mal de choses qui sont arrivées. Après, il faut aussi faire attention. Souvent, c'est aussi la façon dont la science se fait. Je pense que dans les médias, on a vu plein de trucs en disant le James Webb, il observe des galaxies impossibles, on remet en cause le Big Bang. Il faut savoir que la science, c'est le temps long. Je pense qu'on l'a vu pendant le Covid, que la science, ça met du temps à faire, et les médias, et tout le monde voulait aller vite, en fait. Genre, s'il y a quelqu'un qui dit j'ai trouvé une molécule qui permet de soigner du Covid, c'est la fin, tout le monde était content. Mais en fait, c'est un peu plus compliqué. C'est pareil pour la science. Donc, quand on voit la science se faire, je pense que c'est important de se rappeler que la science, c'est du temps long et on a besoin de temps. Et on a aussi besoin d'argent. Je ne sais pas s'il y a des ministres, choses comme ça. Mais je pense que c'est important de se rappeler que la science fondamentale a besoin de temps et que c'est important aussi de travailler là-dessus. Parce que on répond à des questions. Je vous ai posé des questions sur l'âge de l'univers, comment s'est formé l'univers, comment s'est formé le système solaire. Mais aussi, quand on fait de la science fondamentale, on va avoir des choses qui sont inattendues, qui pourraient servir dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, aujourd'hui, vous utilisez de l'imagerie médicale. L'imagerie médicale a été développée en grande partie grâce à l'astronomie. Il y a eu des grosses collaborations. Le Wi-Fi, il y a un des protocoles qui sert au Wi-Fi qui a été découvert grâce à l'astronomie, qui a été fait par l'astronomie. J'ai pas mon téléphone dans la poche, mais quand on utilise un GPS, notre GPS, il se base sur des trous noirs au centre de galaxies à des milliards d'années-lumière qui permettent de se repérer. Donc il y a plein de choses. Quand Newton ou Einstein, ils ont eu leurs idées, on se disait, aujourd'hui, ça permet les satellites, c'est assez pratique quand même. Donc je pense que c'est important de rappeler que la science fondamentale, c'est quelque chose qui nous transcende en tant qu'humanité, parce qu'on arrive à répondre à ces questions existentielles, mais ça peut aussi servir, pourquoi pas, à rendre la vie moins mauvaise des personnes sur cette planète qu'on est en train de maltraiter. Oui, en fait, quand on me donne le micro, on me pose une question et je réponds à ce que je veux. Mais je fais semblant de répondre à la question au départ, quand même. Bonsoir. Bonsoir, c'est à qui que je vais faire semblant de répondre? C'est moi. Toi? Tout là-haut. Ah ouais, pardon. J'aimerais tout d'abord adresser un petit remerciement à ces personnes qui travaillent à dire autant de mots avec si peu de gestes. On peut tous les remercier, je crois.
Et puis ma question est la suivante. Est-il possible... Enfin, est-ce que la force de gravité dépend de la masse? Ah, complètement. La force de gravité dépend de la masse et de la distance. Donc, par exemple, si tu te rapproches de moi, tu auras une interaction gravitationnelle plus forte, et si tu manges en chemin, tu auras une force d'interaction plus grande aussi. La gravité, ça dépend de la masse et de la distance. Mais après, tu as l'air assez costaud, donc ne te rapproche pas trop non plus. Voilà. Merci de votre exposé. Merci de votre exposé. Je voulais vous poser une question. Okay. Est-ce qu'un jour, la science saura ce qu'il y a avant le Big Bang? En fait, moi, c'est difficile. Je suis astronome, pas astrologue. J'avais fait un horoscope très précis. C'était le jour du confinement. C'était pour tous les signes. Vous allez rester près de chez vous. Mais c'est le seul horoscope que j'ai trouvé précis. Donc savoir si un jour... Tout ce qu'on peut dire, c'est que, a priori, aujourd'hui, la physique ne nous permet pas d'aller au-delà de ce qu'on appelle les murs de Planck. Donc peut-être qu'il y aura des avancées en physique. Donc, dire jamais on saura, je pense que c'est un peu prétentieux. Je dis ça, on a un avis, on va encore découvrir plein de choses. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a une conférence, je regarde les jeunes, parce qu'il y a des jeunes dans la salle, si vous ne savez pas quoi faire pendant les cahiers de vacances, c'est unifier la relativité générale et la mécanique quantique. Ça se vend pas beaucoup, mais ça serait hyper utile parce que ça fait quand même plus d'un siècle qu'on essaye de faire ça. Parce qu'on a besoin, la théorie physique de la relativité générale explique tout ce qui est massif. Donc la relativité générale, c'est en grande partie Einstein. Même si Einstein, comme toutes les personnes, s'est appuyé sur les travaux d'autres personnes, dont Poincaré, un Français qui était brillant aussi. Et la mécanique quantique, c'est tout ce qui est petit. On n'a pas quelque chose qui unifie les deux. Donc ça serait bien de réussir à le faire. Donc c'est qui le plus jeune dans la salle, là? Donc si... Vous montrez quelqu'un, je suis pas sûr que ce soit vous le plus jeune, monsieur. Enfin, le prenez pas... Ah bah tiens, tu sais pas quoi faire, on m'a dit qu'en plus tu étais très curieuse. Donc tu fais un cahier vacances mécanique quantique, relativité générale. Je le donnerai à ton papa. Bonsoir. À un moment, vous avez montré une vidéo de l'univers. Ouais. Et puis vous avez parlé des galaxies en disant qu'on imaginait qu'il y avait probablement des liens entre ces galaxies. Cette vidéo, je ne sais pas si vous voulez qu'elle Oui, c'est la toile cosmique. C'est ça. Quels sont ces liens en fait entre les galaxies? C'est des ponts de matière. En fait, ce qui est encore plus compliqué, c'est que là, il y a aussi ce qu'on appelle la matière noire. Donc la matière noire, c'est... Je peux vous faire la matière noire et l'énergie noire? Oui. Alors la matière noire, dans les années 70, il y a Vera Rubin, que vous vous rappelez, je vous l'ai montré. Elle observe la rotation des étoiles dans les galaxies. Elle se rend compte que la façon dont elles tournent, il y a dehors de la matière qu'on ne voit pas qui interagit avec les étoiles. Donc c'est quelque chose qui est une masse, mais qu'on n'arrive pas à voir. Donc on appelle ça la matière noire, on ne savait pas ce que c'était. Dans les années 90, donc on sait que l'univers est en expansion. On veut mesurer la vitesse d'expansion de l'univers. Donc on mesure la vitesse d'expansion de l'univers, on se rend compte que l'expansion accélère. Tu es en voiture, tu accélères, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes une énergie à ta voiture qui va plus vite. Là, si l'univers est en expansion accélérée, c'est qu'il y a une énergie qui accélère cette expansion et qu'on ne voit pas. Et cette énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie noire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on prend l'énergie noire et la matière noire, ça fait 95% du contenu de l'univers, et on ne sait pas ce que c'est. Donc dans ces simulations, il y a aussi de la matière noire. Donc c'est quelque chose... Je vais rebondir sur la question de tout à l'heure, est-ce qu'on saura ce qu'il y avait avant le Big Bang? Est-ce qu'on n'est pas en train de se tromper complètement? Enfin, se tromper pas complètement, mais il faut savoir, par exemple, la gravitation... J'ai le droit de casser un verre? Non. Si je lâche ce verre, qu'est-ce qui va arriver? Il va tomber. Donc vous vous rappelez, Newton, la légende dit qu'il était sous un pommier, qu'il s'est pris une pomme et qu'il s'est dit tiens, pourquoi la pomme tombe et la lune tombe pas? Donc, il explique la gravitation en disant que si la lune elle tombe, elle est en chute permanente. Donc imaginez, je jette le verre. Non, je vais pas le faire. Mais si, en fait, j'ai fait ça la première fois que je suis monté sur scène avec Guillaume Meurice, je lui ai dit est-ce que tu peux me donner quelque chose à lancer dans le public? Il m'a donné un drapeau Dati pour Paris. Donc j'étais comme ça, avec 500 personnes qui gueulaient ouais, j'avais un drapeau Dati pour Paris. Je me dis ça, si un jour on m'avait dit que Donc imaginez que j'ai un drapeau Dati pour Paris, que je le lance. Donc si je lance le truc, ça va faire une parabole et ça va retomber. Si je lance très fort, ne vous inquiétez pas, je vais pas le faire. Ça va partir très loin. Et si je lance très très fort, ça va faire une courbe qui va être plus grande que la courbe de la Terre. Parce que la Terre est sphérique. Il faut des bases quand même. Et du coup, ça va partir en orbite. Donc Newton explique la gravitation comme ça. Einstein, il explique que la gravitation, c'est pas exactement ça, c'est la masse. Les masses des astres vont déformer à la fois l'espace et le temps.
Donc, est-ce que ça veut dire que Newton avait complètement faux? Non, c'est-à-dire que quand on utilise la gravitation de Newton, on arrive à expliquer plein de choses dans la vie de tous les jours. Si je pourrais vous calculer assez facilement la vitesse à laquelle le verre va tomber, combien de temps il va mettre pour tomber, ça marche bien. Par contre, si je le lance à la vitesse de la lumière, ça ne marchera plus. Donc c'est quand on a des théories, des fois quand on va dans certains cas extrêmes, ça ne marche plus. Donc peut-être que la matière noire, parce que là vous vous demandez où il va le mec. Où je veux. Donc la matière noire, c'est peut-être de la matière qu'on ne connaît pas ou alors qu'on n'a pas bien compris les lois de la physique. Donc il y a encore plein de trucs et c'est encore assez complexe. Il y a aussi l'histoire de l'expansion de l'univers. Il y a deux façons de mesurer, soit avec le fond diffus cosmologique dont vous avez parlé. Je rebondis sur, et je rappelle qui a posé les questions en plus. On peut aussi mesurer avec les étoiles et on se rend compte on trouve des résultats qui sont complètement différents. Donc il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas bien compris encore. Et c'est ça qui est bien aussi. Donc quand tu auras fini le cahier de vacances, je vois que tu l'as commencé, mécanique quantique, relativité générale, tu pourras aussi essayer de comprendre l'expansion de l'univers. Quand tu seras grande, tu auras tout résolu, ça sera cool. Merci. Je pense qu'il faut la remercier parce qu'elle a un peu de boulot quand même. Là, tout à l'heure, vous nous avez demandé de vous rappeler à la fin. Est-ce que vous êtes où? Là, pardon. Ici. Quand vous dites là, je vous entends. Ouais. Je vois. C'est bon. Le nuage de gaz, pourquoi ça faisait un disque? Excellente question. C'est vous qui... Ah ouais. C'est moi qui ai demandé de la poser. Alors, on est d'accord que si on a une boule qui s'effondre, normalement, ça devrait faire juste une boule plus petite. Mais qui tourne plus vite. C'est là que je vais faire Surya Bonali. Là, il faut voir la ref aussi. Il y a un truc d'âge, ça commence à dire que je suis vieux, en fait, quand je me dis de qui il parle. Donc Surya Bonali, c'était quelqu'un qui faisait du patinage artistique. Ça devait être présenté par Michel Drucker. Donc, quand on fait du patinage artistique, si on a les bras comme ça ou comme ça, vous voyez bien qu'on va pas à la même vitesse. Donc, quand on met les bras comme ça, je vais pas tourner parce que... Donc on tourne, enfin si je vais tourner quand même. Donc on tourne plus vite comme ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle la conservation du moment angulaire. Quelque chose qui se contracte doit tourner plus vite. Je peux utiliser ta fille encore? Elle aime bien le tourniquet? Un truc à faire ce week-end. Vous allez dans un parc, il y a un tourniquet. Vous faites tourner le tourniquet mais super vite. À un moment, qu'est-ce qui va arriver? Mais pas trop vite, parce qu'il faut quand même que la résolution d'un mécanique quantique et la relativité générale. C'est ce qu'on appelle la force centrifuge qui va faire partir. Donc quand quelque chose tourne très vite, la force centrifuge va la faire partir. Vous pouvez faire l'expérience en voiture, je ne vous recommande pas, mais si vous allez vite dans un virage, vous allez bien voir que vous allez être projeté. Un nuage de gaz qui est en train de s'effondrer, il tourne, et il tourne avec cette force centrifuge dans la direction perpendiculaire de la rotation. On va avoir la force centrifuge qui va faire partir la matière. Donc ça s'effondre dans toutes les directions sauf une, et c'est comme ça qu'on crée un disque. C'est clair? Expérience à faire. T'as plein de devoirs à faire, vivement les vacances. Elle va dire à son papa, mais pourquoi tu m'as emmené? Merci d'être venu. Bonsoir, merci beaucoup. Juste devant. Ah. Bonsoir, merci beaucoup Parce pour que la le son vient toujours du même endroit. Donc Ok. Et moi, je me posais la question par rapport aux lumières que vous arrivez à capturer avec les images. Si j'ai bien compris, cette lumière, elle témoigne d'une composition, d'une différente composition des gaz, c'est ça? En fait, ça dépend comment on l'observe. Mais avec la lumière, on peut déterminer la composition des gaz. Et du coup, plus on arrive à, entre guillemets, à comprendre les compositions des premières étoiles, est-ce qu'il y a pour les étoiles et pour l'univers en général une histoire d'évolution où on peut voir comme il y a eu des fusions nucléaires, des choses qui ont été créées, des atomes ou des compos qu'on ne retrouve plus aujourd'hui parce que c'est plus le même univers, un peu comme une évolution. C'est plutôt l'inverse, c'est que plus on regarde loin, moins il y a de choses. C'est-à-dire qu'on regarde les premières étoiles, on les voit pas directement, mais les premières galaxies, il y a quasiment que l'hydrogène et de l'hélium. Et les étoiles vont créer, aujourd'hui par exemple, nous on a du carbone. Oui. La chimie organique est basée sur le carbone. J'aime bien dire que même les Bretons sont faits d'eau, donc on a de l'oxygène. Donc tous ces atomes-là, ils sont apparus grâce à des étoiles. Donc c'est plutôt l'inverse. Donc on regarde les premières étoiles, on voit qu'il y a quasiment que l'hydrogène et l'hélium, et tout le reste s'est formé petit à petit. D'accord. Et est-ce que on peut s'attendre peut-être à, vu que ça continue en permanence dans l'univers de faire de la fusion et donc de produire des
des nouvelles choses. Est-ce qu'on peut s'attendre, oui, à découvrir des nouveaux atomes ou des choses comme non, ça? A priori, tous les atomes qui peuvent exister de manière stable sont connus. Et on arrive même... Ça, pour moi, c'est l'une des plus grandes réalisations de l'humanité. Enfin, il y a déjà le fait que notre intelligence collective a permis de comprendre ça. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, hein, mais on est une espèce... On est capable de faire des grosses conneries. Enfin, je vais faire attention avec mon bras encore. Mais vous voyez, enfin, collectivement, on est capable de faire des trucs bien cons. Mais on est aussi capable de faire des trucs assez hallucinants. Et pourquoi c'est important? On est face au plus grand défi de l'humanité. Parce qu'on a vécu plein de défis. On a eu des guerres, on a eu plein de choses pas terribles. Il y a eu la guerre froide, on s'est dit que... D'ailleurs, si vous pensez, les 3 personnes les plus puissantes au monde qui ont l'arme atomique aujourd'hui, ça ne me rassure pas forcément. Mais en gros, ces personnes appuient sur un bouton, la planète disparaissait. Mais là, il y a quelque chose qui est encore plus difficile à cerner parce que c'est quelque chose qui menace le vivant sur Terre, mais qu'on ne voit pas au jour le jour. Enfin, on se rend compte que le climat est en train de changer, mais il faut faire quelque chose. Et la seule chose qu'on puisse faire, c'est de travailler ensemble, utiliser cette intelligence collective et trouver des solutions pour permettre... Le changement, il sera là, mais plus on prend des décisions rapidement, moins il sera violent. Pour nous, ce sera sans doute moins violent que pour le... Pardon. Je voulais que je le refasse. Là, je disais qu'il n'y a pas de changement climatique, c'est un fake, c'est... non. Je coupe la lumière, là. En fait, c'est devenu un truc, c'est pas un salut nazi, le mec, il a fait... Non. Donc, je pense que c'est important de réaliser ça, il faut qu'on mette cette intelligence collective ensemble. Collective ensemble, oui, ça m'a aidé. Mais on en aura vraiment besoin. Et malheureusement, quand on voit ce qui se passe dans le monde, on voit que l'intelligence, elle va plutôt ailleurs et c'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. Donc j'espère qu'on trouvera une solution parce que ça prendra quelques temps de réussir à unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Il faut qu'elle ait le temps de grandir quand même. Ouais. Et une dernière question. La dernière. Du coup, je répondrai à ce que je veux, comme c'est la dernière. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, j'imagine que vous avez très hâte de voir les prochaines observations de James Webb. Et ma question, c'est quelle est la cible ou l'objet ou la zone que vous avez hâte de voir à travers les yeux de James Webb? C'est une excellente question. Il se trouve que je suis pas censé le dire, mais je vais le dire quand même. Il y a peu de chances que des gens qui m'ont dit de pas le dire écoutent aujourd'hui, parce qu'ils sont aux États-Unis. En fait, vous savez comment les télescopes, en gros, quand on fait une demande d'observation, pour avoir des observations, il faut faire des demandes. Et il y a plusieurs milliers de demandes qui sont faites. Et il y a des experts qui vont lire les demandes et qui vont choisir lesquelles vont être faites ou pas. Et là, on est en train de décider en ce moment. Donc, la semaine dernière, j'en ai lu plein. Et je donnais mon avis sur des trucs. Moi, j'espère que les choses que je suis en train d'étudier vont être observées. Donc, c'est un gros biais. Hein. La question, c'est... Moi, j'aimerais bien qu'ils observent mes trucs. Parce que si j'ai proposé, c'est que je pense que c'est pas mal. Mais l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment se forme la poussière autour des étoiles en train de mourir. Et ça, on a plusieurs étoiles. C'est des étoiles... Comme je vous ai pu vous montrer quand je vous ai dit que j'étais en vacances. Et que... Donc, c'est des étoiles comme ça. L'avantage de James Webb, c'est qu'on arrive à voir des détails sur la poussière et le gaz qui est éjecté et réussir à analyser sa composition, parce qu'on peut observer à toutes les couleurs. Et on espère réussir à comprendre vraiment comment se forme la poussière, et ça serait plutôt cool. Ça serait une occasion de revenir à Montpellier. D'ailleurs, c'est un truc qu'on a réussi à faire aussi avec des collègues sur la Côte d'Azur. Il y a un mois ou deux, on a publié ça dans Nature Astronomy, donc c'est un journal assez prestigieux. On a réussi à faire de la poussière d'étoiles en laboratoire. Donc on a pris une torche à plasma, on a mis de la matière dedans et de la poussière qui s'est formée. Et on aimerait bien réussir à la fois à en faire en laboratoire et à l'observer pour essayer de comprendre, parce qu'on a aussi besoin d'expérience en laboratoire. Donc je pense qu'il y a plein de raisons de revenir à Montpellier pour en parler. C'est quoi de la poussière? Alors il y a la poussière qu'on a sous notre lit, c'est la poussière organique, ça n'a rien à voir. Non, mais je pense que c'est important d'en parler. La poussière qu'il y a dans l'univers, il y en a deux types en gros, je vais simplifier. Il y a la poussière oxygénée, c'est... Là, tu me dis, pourquoi j'ai posé la question? Du magnésium, de l'aluminium, de l'oxygène, du silicium. Donc, tu les combines, ça fait ce qu'on appelle des silicates. En gros, c'est des petits grains de sable, de 1 millième de millimètre. Ou alors, c'est de la poussière qui est dite carbonée, et là, ça ressemble à des petits grains de suie. Donc, c'est la poussière qu'on a dans l'univers, ça ressemble à ça. C'est des petits grains de quelques millièmes de millimètre, qui sont soit des petits grains de sable ou de la suie. Est-ce que je peux finir avec une phrase d'Hubert Reeves, que je pense que c'est important de rendre hommage à Hubert qui nous a quittés, Hubert Reeves qui était astrophysicien. Et Hubert disait « L'être humain mène un combat contre la nature, et si on le gagne, on est perdu.
Et je pense que c'est important de garder ça en tête.